Bonsoir, nous sommes le mardi 11 juin 2024. L'Assemblée nationale est dissoute depuis 2 jours. Jordan Bardella se voit à Matignon et Éric Ciotti pactise avec l'extrême droite. Ceci n'est pas une dystopie, c'est la France. Depuis le résultat des européennes qui ont placé le RN à un score historique loin devant la majorité. Ne coupez pas le son, promis, la suite devrait être moins déprimante. Contre l'extrême droite et face aux digues à droite qui lâchent pour de bon, Mediapart est le lieu de la discussion et du débat pour éviter le pire, pour voir une alliance des gauches et une mobilisation de la société civile. Nos invités nous diront pourquoi et comment construire l'alternative. Bienvenue dans l'émission spéciale de Mediapart pour un sursaut et pour l'union contre les extrêmes droites et les irresponsables. Nous sommes donc J+2 après les européennes, mais J+3 mois en ressenti. Tout s'accélère depuis dimanche. Le tableau est plutôt inquiétant. Le voici en quelques mots. Éric Ciotti, le patron de LR, les Républicains, veut s'allier avec le RN. Emmanuel Macron, qui devait donner une conférence de presse cet après-midi, l'a repoussé à demain. Et globalement, on est au fond du trou, confié un macroniste à nos journalistes. À gauche aussi, on a touché le fond de la piscine. Après une campagne en rang dispersé, semée de pique assassine assez dispensable, il est temps de remonter à la surface et de faire face unis donc à l'extrême droite. Nos invités de ce soir ont à cœur de le faire, ont à cœur de faire réussir la gauche. Ils et elles savent que le projet d'extrême droite du RN, comme on l'a souvent écrit à Mediapart, est dangereux pour la démocratie en général et pour de nombreuses catégories, notamment les personnes les plus précaires et les minorités. Alors, je présente nos premiers invités. Vous serez une quinzaine à défiler sur le plateau. Bienvenue à vous et bonsoir et bienvenue à vous tous et toutes. Je vous présente Manès Nadel, vice-président de l'Union syndicale lycéenne et président de l'UNEL. Bonsoir. Bonsoir. Sophie Binet, bonsoir, responsable de la CGT. Bonsoir. Kim Reflet, bonsoir. Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Pierre-Antoine Cazot, bonsoir. Vous êtes avocat et membre de la Ligue des membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Aurélie Trouvé, bonsoir. Députée sortante de Seine-Saint-Denis sous l'étiquette de la... Sortie, ouais, surtout. Sortie, sortante, dissoute. On pourrait accoler pas mal de qualificatifs. En tout cas, voilà, de Seine-Saint-Denis et sous l'étiquette de la France Insoumise. Arthur Delaporte, même tarif. Députée sortante du Calvados sous l'étiquette du Parti Socialiste. Sophie Vénétité, bonsoir. Vous avez toujours votre fonction, vous. Oui, secrétaire générale du SNES-FSU et enseignante, par ailleurs. Julia Cagé, bonsoir, professeure d'économie à Sciences Po. Et Ali Rabé, bonsoir, maire de Trappes et Génération. Alors, on a pas mal de questions pour vous. N'hésitez pas à réagir à ce que disent les uns, les unes et les autres. Mais d'abord, en un seul mot et un seul, quel est votre état d'esprit ce soir ? Ali Rabé. Combatif. Déterminé. De l'espoir. J'aurais dit les 3 mots, donc grave. Pour le dernier, ça va être sursaut. Optimiste. Combatif. Communauté. Révolté. Alors Aurélie Trouvé, vous êtes dans ces discussions de la gauche pour la France Insoumise, aux côtés des écolos, des socialistes, de Place Publique, de Génération. Un accord de principe a été trouvé, en tout cas une intention d'arriver à un accord, un front populaire, comme il était écrit dans le communiqué. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui se demandent comment ça se passe, en fait, concrètement, là, vous discutez de quoi dans les heures, dans les jours qui viennent ? Quelle est la méthode qui a été choisie pour le constituer, ce fameux front populaire ? Si je peux dire d'abord 2 mots sur l'esprit dans lequel on est, parce qu'avant la méthode, je pense que c'est ça qui est important. Je pense qu'on a tous conscience que c'est un moment grave, qu'il va falloir tous faire des pas les uns vers les autres, pour être clair, que nous n'avons pas le choix. Que nous avons l'extrême droite qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir, et qu'il faut réussir cette union sur un programme de rupture, puisque c'est ça que nous avons dit hier. En quelques heures, nous avons réussi à acter le principe de candidature unique partout en France, d'un programme commun sur 100 jours de gouvernement. Je veux juste que tout le monde se rende compte de ce qui a été réalisé en quelques heures, ce qui montre quand même que nous avons un socle, des valeurs, des idées en commun fortes. D'accord ?
Et puis ce qui me semble aussi très important, c'est cette idée qu'on joue un peu notre peau quand même. Je veux dire la gauche sociale et politique, mais évidemment aussi tous les plus vulnérables de ce pays, et c'est l'esprit dans lequel on est, voilà. Et c'est pour ça que je reprends le mot de Sophie Binet, l'optimisme, parce que quand même c'était. Moi, c'était pas gagné. Enfin, moi, j'y suis arrivée avec mes camarades de la France Insoumise à 16h. On se demandait dans quel esprit allaient être les autres. Donc, on a été, j'ai envie de dire, presque soulagés, quoi. D'accord ? Ça, savoir. Méthode ensuite, discussion générale. Et donc, pour acter tout ça, et maintenant, on part en 2 groupes. Un groupe sur le programme et un groupe sur les candidatures. Voilà, avec notamment, juste un petit mot là-dessus, l'idée, puisque ça concerne l'idée aussi, par exemple, que on devrait progresser sur les candidatures, j'en ai fait partie il y a 2 ans, issues des mouvements, des luttes, etc. Voilà. Donc, Arthur Delaporte, vous êtes aussi dans cette discussion, ou en tout cas vous avez des échos du Parti socialiste. Quelques échos, mais finalement ça reste assez cloisonné et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est le principe d'une négociation, d'une discussion. Ça doit rester dans la pièce. Voilà. Est-ce que ce que vous entendez d'Aurélie Trouvé, là, ça vous rassure ? Ça me rassure totalement, parce que ça va dans le bon sens. Et d'ailleurs, c'est les échos que j'en ai, c'est-à-dire que les discussions avancent. Elles avancent jamais assez vite par rapport à l'urgence de la situation. Parce que si on a fait la NUPES en 13 jours et 13 nuits, là, on n'a même pas 4 jours et 4 nuits pour arriver à faire encore plus. C'est-à-dire à faire le Front populaire 2.0, parce que 100 ans après, 90 ans après le Front populaire, on est toujours dans une nécessité finalement de faire barrage à l'extrême droite, mais avec aussi l'implication de la société civile. C'est pourquoi je vous remercie aussi d'avoir invité la société civile ce soir. On va leur donner la parole, mais on continue à vous, puisque ces discussions font le gros de cette actualité des derniers jours. Arthur Delaporte, on avait une question, parce que justement pour ceux qui ont suivi justement les expressions publiques des différents responsables de gauche, il est apparu quand même qu'il n'y avait pas exactement la même tonalité du côté d'Olivier Faure, donc le premier secrétaire du PS, et du côté de Raphaël Glucksmann, donc, qui était la tête de liste pour les européennes. Est-ce que vous défendez, est-ce que le PS et Place Publique défendent exactement les mêmes points dans cette négociation ? Est-ce qu'il y a des états d'esprit un peu différents ? Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, donc j'ai plutôt tendance à vouloir défendre la ligne qui est celle du Parti socialiste. Place Publique étant par ailleurs représenté dans cette discussion comme l'un des partenaires politiques. Place Publique qui a signé le communiqué de presse d'hier soir, et j'en réjouis, qui continue de participer à ces échanges. Donc, il y a peut-être des petites différences, mais comme il peut y avoir dans toute coalition, dans tout accord et entre tout partenaire. Si Place Publique était égal le Parti socialiste, nous serions un même parti. Alors, mais pour le coup, juste pour les déclarations qu'a pu avoir Raphaël Glucksmann sur la nécessité, par exemple, de prendre en compte un certain nombre de points à l'issue du vote des européennes, elle peut s'entendre. Je veux dire, quand on arrive dans une discussion à l'issue d'un vote où la liste PS Place Publique a obtenu 14% des suffrages, on peut se dire qu'il y a sur la question européenne un certain nombre d'orientations qui ont été en tout cas mises en avant par les électeurs de gauche, et que si ça doit être au menu des discussions, ça doit être entendu aussi. Et un dernier point quand même, parce que ça se passe ce soir, il y a un conseil national du Parti socialiste. Alors ça peut paraître un peu loin à celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand même important, parce qu'Olivier Faure, pour qu'il puisse signer un accord, il a quand même besoin d'avoir le parti derrière lui. C'est pas évident parce qu'il n'a pas une majorité hyper confortable. Est-ce que vous avez des craintes à cet égard ? Alors moi je suis confiant sur si on arrive à faire ce qu'on a fait hier soir, c'est-à-dire avoir un accord de principe, c'est aussi qu'il y a une volonté commune d'aboutir à quelque chose, parce que l'enjeu c'est tout simplement la survie de la République. Donc il y a un moment aussi où chacun doit savoir, et je trouve que les échos que j'ai eus de mes camarades socialistes ont été extraordinairement alignés avec la tonalité du discours porté par le premier secrétaire, mais pas seulement Nicolas Maillard-Rossignol, Carole Delga, etc. Tous ont dit qu'il était nécessaire de se lancer dans ce Front populaire. Donc après, évidemment qu'il y aura toujours la question de la manière dont on reçoit le détail de ce qui est en ce moment négocié. Et moi, je fais confiance à ces négociateurs pour porter aussi notre parole collective dans la discussion. Donc oui, le Conseil national, c'est un moment important, parce que c'est ce qui va faire qu'on valide cette stratégie. Moi, j'ai confiance, je suis optimiste, j'ai d'espoir, mais parce que l'heure est grave. Voilà, donc du coup, je pense que ça le fera et qu'on avancera. Ali Rabet, vous êtes maire de Trappes dans les Yvelines. Comment vous-même et vos administrés avez reçu la nouvelle de la dissolution ?
Ça a été un coup de massue comme maire parce qu'on était en train de dépouiller et on apprenait qu'on devait se précipiter dans quelques semaines à peine pour organiser de nouvelles élections. Et surtout, c'est le décalage, le choix d'un président de la République tout à fait irresponsable qui choisit de provoquer une élection au moment où le Front National, le Rassemblement National est en majesté, où il a le vent dans le dos. Il y a quelques mois déjà, un premier sondage avait indiqué que le RN pouvait récupérer la majorité absolue en cas d'élection anticipée. Choisir le moment où il triomphe le soir des élections européennes, le moment où la gauche est divisée par ailleurs, pour pouvoir annoncer une dissolution et de nouvelles élections, dans un contexte en plus qui, juste avant l'été, où les électeurs ne seront pas forcément mobilisés, certains seront déjà partis peut-être, c'est une volonté vraiment de saboter la République. Donc forcément, à Trappes comme ailleurs en France, je crois, on le vit très mal, et je pense qu'il y a un pari de la part du président de la République, qu'il charge à nous de le contrarier, de compter sur la démobilisation. Je vous pose la question à vous, mais elle peut aussi valoir pour d'autres élus de régions parisiennes. J'ai regardé dans votre département, dans votre commune, c'est la gauche qui est arrivée largement en tête, la France Insoumise, mais avec une participation très faible, 39%. Et dans le département, c'est la liste de Jordan Bardella avec un peu plus de participation, 55%. Même si c'est plus fort que la moyenne nationale, 55%, globalement, ça reste des chiffres très bas. C'est quoi les conditions de la mobilisation de vos administrés, par exemple? Comment vous allez dire à la jeunesse notamment, et je m'adresserai ensuite, on s'adressera à Manès Nadel, d'aller voter et de prendre en main par les urnes leur avenir? Il faut avoir en tête qu'il y a 33 000 communes en France qui ont mis Jordan Bardella en tête, sur 36 000. 93% des communes de France. Donc l'enjeu, il est évidemment partout, dans la fameuse France des bourgs et dans la France des tours. Pour ma ville, qui est plutôt une ville urbaine, plutôt jeune, où effectivement la gauche a un ancrage historique fort, puissant, le Rassemblement National et le parti d'Éric Zemmour ont dépassé pour la première fois la barre des 1000 électeurs. Donc ça progresse partout, y compris dans la France des quartiers, dans la France métissée, etc. Ça progresse, ça monte, et il y a de plus en plus de gens qui sont décomplexés et qui choisissent le bulletin de l'extrême droite. Moi, je crois qu'il faut évidemment appeler solennellement, c'est ce que font les formations politiques de gauche, les organisations syndicales, le mouvement social, la résistance évidemment, parce que le péril de l'extrême droite au pouvoir, c'est plus un petit jeu pour se faire peur, maintenant c'est une réalité tangible, palpable, perceptible, et j'espère que ce réflexe-là va susciter de la participation électorale plus forte, mais il faut aussi que ce soit incarné. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Jordan Bardella au pouvoir? Et on ne peut pas leur reprocher d'avoir masqué leur jeu. Très concrètement, et je le dis aussi pour les électeurs de ma commune, ça veut dire que dans les quartiers, dans l'attribution des HLM par exemple, Jordan Bardella a annoncé la couleur: si vous n'êtes pas français, vous n'avez pas le droit d'avoir un HLM, la préférence nationale. Ce sera le cas dans un certain nombre de secteurs, donc le logement, le travail, les aides sociales, etc. Et ce seront des gens qui seront à genoux, qui sont déjà fragiles, le Covid les a mis à terre, et qui seront à genoux collectivement. Et si on veut brutaliser le pays, si on veut le maltraiter, effectivement, c'est ce bulletin-là qu'il faut choisir. Et à l'inverse, il faut aussi qu'on dise qu'il est possible que les Français se fassent du bien. Choisir le Front populaire, être capable de voter pour le rassemblement de la gauche, c'est, dès l'été, dès le mois de septembre, augmenter le SMIC de 200 €. Augmenter les salaires immédiatement. C'est élever le minimum vieillesse pour les personnes âgées, qu'elles soient dans les zones rurales ou dans les zones urbaines. Ça peut faire partie des mesures des 100 premiers jours. Mais pour moi, c'est indispensable, parce que c'est concret. C'est immédiatement le pouvoir d'achat des Français, tout de suite. Pendant que le prix du gaz explose et que M. Le Maire est impuissant, on est en capacité de redonner de l'oxygène aux Français pour leur vie de tous les jours. Ça, ce sont des revendications anciennes, vieilles, portées par les organisations syndicales, etc. Le politique doit les relayer, les prolonger. Et comme en 36, tu le disais tout à l'heure Arthur, comme en 36, les premiers jours seront décisifs. Et on pourra, avant l'été, prendre des mesures fortes. Donc on a le choix entre se faire beaucoup de mal, briser le pays, susciter de la confrontation et de la violence dans notre pays, ou au contraire, prendre soin les uns des autres, nous coaliser, arrêter de diviser, de fracturer ce pays, de nous opposer les uns aux autres, et faire du bien tout de suite, notamment aux plus vulnérables, à ceux qui bossent et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Alors, peut-être Sophie Binet, vous êtes à la tête de la CGT, on vous avait reçu dans À l'air libre il y a quelques semaines, vous nous aviez dit il est minuit moins le quart, là il est minuit moins 2, il y a une sorte d'urgence qui a saisi beaucoup de monde. Comment se positionne la CGT dans ce moment-là? Quel est le message essentiel que vous voulez faire passer?
Au vu de la gravité du moment, du fait que dans 26 jours, Jordan Bardella peut être Premier ministre de la République française, ce qui signifie qu'il peut faire la loi, qu'il peut nommer le président de l'Arcom, donc prendre le contrôle de l'audiovisuel public, qu'il peut nommer des membres du Conseil constitutionnel, qu'il peut nommer les dirigeants des entreprises publiques, notamment de Radio France, France Télévisions, qu'il aura le pouvoir sur le ministre de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, qu'il pourra réformer la carte électorale pour être sûr de pouvoir garder le pouvoir. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'extrême droite, elle prend souvent malheureusement le pouvoir par les urnes, mais elle ne le rend pas, soit parce qu'elle ne le veut pas, comme Trump ou Bolsonaro, soit parce qu'elle change les règles du jeu pour ne pas avoir à le rendre, comme l'ont fait Poutine, ou comme a tenté de le faire le président polonais, et heureusement il a été renversé par la société civile. Donc on est dans un moment extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle, à contexte inédit, la CGT a pris des décisions relativement inédites. C'était pas nouveau dans notre histoire, on l'avait déjà fait, mais ça faisait 90 ans. Et donc la CGT a décidé hier d'appeler à la constitution d'un front populaire. Pourquoi ? Pour dire que dire non ne suffit plus. Évidemment, il faut dire non à l'extrême droite, mais il faut dire et offrir et construire des perspectives sociales rassembleuses de progrès, parce que c'est ça qui permettra d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et juste un mot, il y avait aussi une réunion de l'intersyndicale lundi soir, elle n'a pas choisi ce mot d'ordre du Front populaire, contrairement à la CGT seule. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, ou au fond, voilà, c'est la vie intersyndicale normale ? Non, je ne le regrette pas du tout. Je pense que l'essentiel lundi soir, c'est que la majorité des organisations syndicales ait décidé de faire un appel très fort, qui dise le scandale, le danger du Rassemblement national, qui pointe les responsabilités que sont celles d'Emmanuel Macron, qui mettent au centre de son appel des propositions. Il y a 10 propositions dans cet appel, et j'appelle, j'espère bien que celles et ceux qui sont en train d'écrire le programme ont eu ces 10 propositions et qu'elles seront dans le programme, puisque justement nous nous sommes dit en intersyndicale qu'il fallait mettre au centre des propositions concrètes pour ouvrir des perspectives. Et cette intersyndicale lundi soir a aussi décidé d'appeler à de grandes manifestations tout le week-end. À Paris, je vous donne rendez-vous samedi à 14h, place de la République. C'est très important qu'on soit nombreuses et nombreux. Et pour finir, je pense qu'on est dans un moment où l'histoire sociale et politique s'accélère. On a chacune et chacun rendez-vous avec l'histoire à notre échelle. Comme citoyennes et citoyens, ça veut dire s'inscrire sur les listes électorales. Bon, ça c'est trop tard, c'était hier soir, merci Macron. Aller voter le jour J ou laisser procuration, aller manifester parce que ça change la donne, ça crée une dynamique sociale. Et puis quand on est décideur politique, je suis désolée de vous le dire, vous avez une obligation de résultat parce que vos responsabilités devant l'histoire seront écrasantes. Vous n'avez pas le droit de ne pas y arriver et donc vous êtes sous surveillance citoyenne. C'est bien clair ? C'est noté. Non, mais je pense que c'est ce qui nous anime collectivement. C'est ce qu'on souhaite. Ouais. Ça devient vraiment urgent et nécessaire. Je tiens vraiment à le dire parce que l'idée de ce Front populaire, si c'est refaire la coalition des partis, on est condamné à l'échec. Il faut qu'on soit débordé par la société civile et elle est puissante dans ce pays. Elle est beaucoup plus puissante que la classe politique et que les partis politiques. Il y a plus d'adhérents à la CGT que dans tous les partis confondus qui sont aujourd'hui signataires du Front populaire. Donc prenez le pouvoir, soyez plus qu'à nos côtés devant nous et on pourra vraiment transformer la vie des Français dans les semaines qui viennent. Ça vous oblige. Aurélie Trouvé, après. Oui, mais après, je pense que par ailleurs, voilà, ça prouve qu'on a besoin des mouvements sociaux et ça le confirme. On a besoin des mouvements sociaux et d'ailleurs on le disait ce matin à un rassemblement dans le 93, on a besoin des mouvements sociaux pas seulement maintenant mais quand on sera au pouvoir. Exactement. Ce qu'il faut bien entendre aussi, et c'est que quand la gauche veut faire véritablement une politique de rupture, il faut qu'elle ait des mouvements sociaux forts dans la société. Donc non seulement on en a besoin maintenant, mais on en aura besoin une fois qu'on gouvernera, parce qu'il faudra nous rappeler à nos responsabilités, raison pour laquelle aussi on a besoin de mouvements sociaux qui soient indépendants, je le dis aussi, par ailleurs, une fois qu'on est au gouvernement, et je pense que ça, voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus. Juste une chose aussi sur l'optimisme dont parlait Sophie Binet, juste une chose pour que tout le monde se dise qu'on peut gagner. Enfin, on a quand même gagné énormément de nouveaux votants chez les jeunes et dans les quartiers populaires dans ces élections européennes. Ça veut dire qu'on a une nouvelle base électorale de gens qui ne s'étaient jamais déplacés, qui déplacent des familles, qui déplacent des immeubles, qui déplacent des quartiers. Et il faut qu'on continue aussi à travailler sur l'abstention. Parce que tous ces gens qui ne vont pas voter, ce sont des gens en général qui devraient voter à gauche pour un programme de rupture. Et enfin, dernière chose, la rupture. Je crois que les gens sont très en colère, qu'ils veulent une véritable alternative à la Macronie. Et donc, il faut qu'on leur offre ça dans ce programme aussi.
Julia Cagé, on s'est pas mal parlé ces derniers jours parce que vous prépariez donc cette tribune qui est parue dans Le Monde avec plus de 350 signataires initialement, ça a sans doute augmenté depuis. 40 000 en 24 heures. Voilà. Vous voyez, la société civile... C'est dire. Un appel à l'union de la gauche, vous appelez à défendre ce que le peuple a conquis de droits et de libertés publiques, en référence au Front populaire, donc référence aussi brandie par François Ruffin. L'accord de principe a été trouvé hier soir. Est-ce qu'il vous satisfait, ce que vous entendez là? Est-ce que c'est de nature à vous rassurer et est-ce que vous avez un message pour les responsables politiques qui vont repartir en discussion ensuite? Une circonscription égale un candidat des gauches et des écologistes. Ça, c'est acquis. Voilà. Non, attendez, tant qu'on n'a pas l'accord électoral, on ne l'aura pas. Donc nous, on va continuer à le répéter jusqu'à temps que ça soit signé. Une circonscription égale un candidat des gauches et des écologistes. Premier message. Deuxième message, sincèrement, si vous pouviez aller un tout petit peu plus vite, parce que chaque jour, chaque jour au cours duquel, là, on est en train de parler des accords, de la méthode, des réunions, du Conseil national, mais on ne parle pas du programme. Exactement. Non seulement vous ne mobilisez pas, mais vous ne travaillez pas sur le fond. Donc ça, c'est quand même la deuxième chose. C'est pas vrai. Si, on est en train de le faire. Le programme, on est en train d'en parler en ce moment. Je sais, mais vous n'êtes pas en train de le vendre, vous n'êtes pas dans les médias, vous n'êtes pas sur le terrain. Les gens là qui sont à Paris dans les bureaux des sièges des différents partis, ils ne sont pas dans leur circonscription. Ils ne vont pas chercher les citoyens. Ensuite, il y a un problème aujourd'hui sur la circonscription. Moi, je pense qu'il y a un véritable effort à faire. Et ce n'est pas simplement d'aller chercher la société civile. Il faut aller chercher des gens des quartiers. Il faut aller chercher des citoyens lambda, des gens modestes qui ont envie de se battre et dans lesquels les électeurs demain vont pouvoir se reconnaître. Et ensuite, sur ce que disait Sophie Binet tout à l'heure, les 10 mesures fortes, il faut des mesures extrêmement fortes. Moi, vous parlez d'un programme de rupture. Il faut des mesures de rupture, mais il faut les annoncer avec des programmes précis. Pourquoi, par exemple, les gens, aujourd'hui, votent pour le Rassemblement national? Partout. On a tous vu la carte du monde. La carte du monde, elle est marron partout. Vous avez quelques petites poches où vous n'avez pas de marron. Même dans les endroits, d'ailleurs, où on pensait que ça allait plutôt bien, où les gens n'ont pas vraiment à se plaindre, les gens votent Rassemblement national parce qu'ils se sentent en partie abandonnés. Ils se sentent abandonnés en termes de pouvoir d'achat, ils se sentent abandonnés en termes de service public. Donc, il faut leur donner du service public. Et ils adhèrent aussi. Maintenant, les gens, quand vous leur dites oui, parce qu'en fait, ils pensent que le Rassemblement national va leur donner des services publics. Ils font plus confiance à la gauche pour ça. Donc, la gauche doit faire des propositions précises pour dire comment elle va financer l'école publique, l'hôpital public, les transports publics. Je donne un exemple tout bête. On pourrait très bien dire, on va réintroduire un ISF ciblé service public. Vous appelez ça comme vous voulez, ISF service public ou différemment. On sait très bien faire. 30 milliards d'euros par an, c'est quoi? C'est 1% de taxation au-dessus de 1 million d'euros, 2% au-dessus de 10 millions d'euros, 3% au-dessus de 100 millions d'euros. Ça, c'est 30 milliards d'euros par an. La gauche, elle doit porter des propositions comme ça. Macron, il a fait quoi? Il a introduit la flat tax sur le capital. Ça déséquilibre entièrement le rapport capital-travail. Progressivité de la taxation du capital. C'est là-dessus qu'il faut faire campagne. Et en fait, il y a 2 semaines pour faire campagne. Donc c'est quand même votre responsabilité. C'est aussi la responsabilité des citoyens, de toute la société civile, d'être dans la rue samedi. Pas que samedi, là, les jeunes, ils sont en place de la République à Paris et dans toutes les villes, tous les soirs, pour manifester contre l'extrême droite. Mais je pense pas que le bon message, moi, ça soit stop à l'extrême droite. On sait pourquoi on veut pas l'extrême droite, on sait pourquoi on se mobilise tous, on sait pourquoi tout le monde signe des appels. Il faut pas que les gens votent contre l'extrême droite, ils en ont marre de voter contre l'extrême droite. Mais ils le font en 84, depuis 2002, à chaque fois, j'ai voté contre l'extrême droite. Pourquoi à chaque fois, depuis 2002, j'ai dû voter contre l'extrême droite? Parce que la gauche n'a pas été foutue de s'unir. Ça a chaque fois été la même chose. Ça commence en 2002, parce que la gauche, au premier tour des présidentielles, elle est divisée. En 2017, elle est divisée. En 2022, elle est divisée. Donc là, ce serait bien que pour une fois, elle soit unie. Et ensuite, là, vous parlez de la présidentielle. Audible. Bah oui, mais c'est quand même un facteur important, la présidentielle. Et ensuite, qu'elle soit audible sur le programme. Et ça, il y a une véritable demande qui émane de partout. Et cette demande-là, il y a aussi une opportunité historique. Dans tous les cas, les dirigeants de gauche, là, ils vont écrire une page de l'histoire. Soit ils écrivent la mauvaise, voilà, ils sont responsables de l'arrivée de l'extrême droite à Matignon et au pouvoir. Soit ils écrivent la bonne, la surprise, l'inattendu, un coup de poker qui finalement aboutit, c'est encore une plus grosse surprise que 97, et on peut faire la différence. Et il faut des mesures fortes. 35 heures en 97, ça a été écrit, alors ils n'ont pas eu 2 semaines, ils ont plutôt eu 2 mois, ils ont sorti les 35 heures, ça a fait la différence. C'est quoi les 35 heures aujourd'hui dans votre programme? C'est ça la question. Et en fait, plutôt de se battre sur des circos, il faut se battre pour trouver quelles vont être les 35 heures de 2024. Mais on imagine que pour gagner, il faut aussi quand même que les forces soient bien réparties dans les circos et que... Mais
On a entendu votre point. Mais c'est de la cuisine politicienne. Je veux dire, je comprends. T'as un job, vous avez un job, vous n'avez pas envie de perdre votre job, personne n'a envie de se retrouver au chômage. Surtout que Macron, il a bousillé la... Non, mais voilà, c'est ce que je dis. Donc la question... Je suis fonctionnaire, j'ai pas de problème de chômage. Mais c'est pas le sujet. Donc le sujet... C'est ça que je voulais vous entendre dire. Pour l'instant, qui va prendre... Mais non, mais c'est pas le sujet, mais malgré tout, on ne peut pas faire abstraction de la sélection des candidats. Et y compris, il y a aussi des enjeux de pluralité. C'est aussi important ce qui se passe d'avoir une pluralité de la représentation de la gauche. Mais cela dit, je partage complètement ce que disait Julia sur faut accélérer parce que là, on a besoin de convaincre. Non, mais je pense que tout le monde a conscience de l'urgence. Enfin, franchement, tout le monde a conscience de la nécessité d'un programme et de mesures fortes. Manès Nadel, vous avez 17 ans ? Oui. C'est ça. Donc vous ne voterez pas, vous ? Non. Mais vous, c'est normal, vous avez le droit, vous ne pouvez pas. Tout pour que tout le monde vote. Voilà. Alors, quand vous entendez tout ça, vous êtes déjà engagé depuis pas mal de temps. Vous avez reçu au moment de la réforme des retraites. Vous êtes voilà. Et donc, quand vous entendez tout ça, est-ce que ça vous donne de l'espoir, de l'optimisme ? Est-ce que comment vous prenez les choses ? Mais je vais pas faire comme si l'union politique n'était pas un enjeu. Moi, je suis syndicaliste. Je suis ici. J'ai pas tapé une seule fois. Et nous, notre syndicat, on n'a pas tapé une seule fois sur une seule personne à gauche, que ce soit dans cette campagne européenne ou avant. C'est pas l'enjeu pour nous. Mais l'union politique, elle est importante. Aujourd'hui, il y a un besoin de faire l'union politique, qu'il y ait, comme l'a dit Julia Cagé, un candidat dans chaque circonscription. Et on est prêt, nous, à transgresser notre cadre habituel pour dire qu'il va falloir soutenir effectivement ce Front populaire. Mais moi, j'ai une peur, c'est que malgré cette union politique, qui apparemment devrait se faire si tout va bien, l'extrême droite soit quand même majoritaire, même relativement, ou que la gauche ne le soit pas. Il y a un vrai risque. On parle quand même de ça. L'extrême droite, comme l'a dit Sophie Binet, on sait quand elle prend le pouvoir, on ne sait pas quand elle le rend. Donc l'enjeu maintenant, c'est de déborder ce cadre, c'est que le peuple, c'est que la jeunesse, c'est que le monde du travail rentre dans l'action. Samedi, mais avant, nous avons appelé hier avec l'Union étudiante à une mobilisation à 20h, place de la République. Ça a été très suivi. Il y a eu ensuite une déambulation jusqu'au siège d'Europe Écologie Les Verts. J'y étais. Et effectivement, quand il y a eu ce communiqué, on était tous très contents de voir qu'il y avait cette union politique qui était en route. Mais maintenant, voilà, il va falloir transgresser ce cadre. Il va falloir tout faire en sorte pour que la société française se mobilise contre l'extrême droite. Parce que c'est important de le dire. L'extrême droite, c'est pas simplement une énorme imposture sociale, c'est aussi un camp politique raciste, xénophobe, antisémite. C'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, on rigole pas. Nous, on est prêts à dire qu'il va falloir s'engager, militer pour ce Front populaire. Et ce Front populaire, il se fera pas sans les syndicats, il se fera pas sans les associations, et il se fera pas sans le peuple. C'est ça que je suis venu dire. Et la jeunesse, là, on parle de Paris, on parle des grandes villes. Est-ce que dans vos réseaux, vous réussissez à toucher une jeunesse qui serait moins une jeunesse des grandes villes, des centres-villes et des lycées ou des facs ? Bien sûr, le cœur... La jeunesse des travailleurs aussi, en fait. Et des évidemment. travailleuses. C'est nous. Oui, mais... On ne va pas demander aux lycéens d'organiser les jeunes travailleurs. Malheureusement, c'est nos responsabilités. Ou les lycéens, lycéennes dans les plus petites villes, dans les communes plus rurales, plus éloignées de la place de la République, quoi, en quelque sorte. Bien sûr, mais évidemment... Ça se mobilise ailleurs en France, c'est ça ma question. Mais pour le moment, j'en ai pas l'impression, malheureusement. J'ai pas vu, comme pendant les Gilets jaunes, pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, des manifestations dans des plus petites villes, etc. Il va falloir le faire, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que l'enjeu maintenant, c'est de mettre toutes nos forces dans la bataille. Mais il faut en parler autour de soi, il faut en parler à ses grands-parents qui peut-être font pas forcément l'effort d'aller voter, il faut en parler à tout le monde, mais c'est très important. Et ce que je veux dire, quand je veux dire qu'on transgresse le cadre, c'est pas on signe ce communiqué avec telle personne, on met tel logo en plus gros. La question c'est que voilà, s'il faut emprunter la voiture du militant PS, du militant LFI pour aller faire du porte-à-porte, et ben le militant, la militante de l'Union syndicale lycéenne, elle le fera. Aujourd'hui, moi j'ai pas envie qu'on reparte dans une campagne si on accepte de faire campagne et de faire gagner le Front populaire et ensuite effectivement de rester indépendant pour pouvoir agir une fois qu'il sera au pouvoir, ou pire, une fois que l'extrême droite sera au pouvoir, il faut absolument qu'on milite à 100% pour, et je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je sais que j'aurais pu en faire plus et que je ne l'ai pas fait. On va continuer le tour de parole des personnes qui n'ont pas encore parlé. On voulait aborder peut-être avec des cas un peu précis les risques du RN. Ils ont été expliqués dans leur généralité. Mais Sophie Vénétité, vous êtes enseignante, on l'a dit. Dans une audition à l'Assemblée nationale, en préparant cette émission, vous nous racontiez que vous aviez été prise à partie par un député du Rassemblement national dans le secteur de l'éducation. Si vous pouviez donner je sais pas, un exemple ou une direction pour expliquer aux gens pourquoi le RN fait peser un risque spécifique, qu'est-ce que ce serait ? Vous savez, aujourd'hui, on dit souvent que l'école publique est à un point de bascule, parce qu'on manque de profs, parce qu'on a du mal à recruter, parce qu'on a du mal à faire réussir tous nos élèves.
Aujourd'hui, l'école, elle va mettre des années à se remettre des politiques qui ont été menées ces dernières années. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, l'école publique ne s'en remettra pas. Elle est déjà trop fragile. Elle est déjà trop fragile et les coups de boutoir qui seront apportés par l'extrême droite fait que l'école publique ne se relèvera pas de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Parce que l'extrême droite, en fait, elle a une forme de haine pour l'école publique. Elle a une forme de haine pour le projet de l'école publique. Le projet de l'école publique est de faire réussir tous les élèves, de ne pas les trier, de les faire grandir ensemble. Et quand on regarde les programmes de l'extrême droite sur l'éducation nationale, il y a quand même cette idée de trier les élèves, il y a quand même cette idée de mettre de côté les élèves en situation de handicap. Il faut se rappeler quand même la sortie d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle de 2022 qui avait dit que les élèves en situation de handicap n'avaient pas leur place dans l'école. Et en fait, quand on regarde, l'extrême droite, elle ne parle jamais des inégalités. Vous avez déjà entendu l'extrême droite parler des profs qui manquent dans les établissements scolaires? Elle n'en parle jamais. C'est pas du tout son projet. Au contraire, elle est sur une école du tri, sur une école des inégalités. Elle défend l'école privée confessionnelle, qui aujourd'hui est quand même responsable d'une forme de séparatisme social et scolaire. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ça voudrait dire finalement un coup fatal porté à l'école publique pour les élèves, pour nos élèves. C'est nos élèves qu'on voit tous les jours. Nos élèves qui auront plus accès à la cantine, qui pourront plus vraiment venir dans les établissements scolaires s'il y a moins de transport public, qui auront leur avenir bouché. C'est des personnels qui vont se retrouver menacés. C'est aussi le monde syndical de l'éducation nationale. Vous parliez de cette audition en début d'année. Effectivement, toutes les organisations syndicales disaient que ça allait mal dans l'éducation nationale. Il y a 2 députés RN qui nous ont dit oui, ils nous ont traités d'islamo-gauchistes, qui nous ont comparés aux inconnus, puis qui nous ont dit de toute façon, vous nous parlez mal, maintenant vous baissez les yeux et vous allez baisser d'un ton. Donc c'est une menace sur l'école. Et face à ça, nous, on a aussi des propositions extrêmement concrètes. Et c'est ça, aujourd'hui. Nos collègues, ils nous ont dit, depuis quelques heures, on me dit, c'est quand même, oui, ça suscite de l'espoir, ce nouveau Front populaire. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Nous, on a 3-4 mesures sur l'éducation nationale. Par exemple, l'abrogation de toutes les mesures choc des savoirs. Le choc des savoirs, c'est les groupes de niveau, c'est le tri des élèves. Quand Gabriel Attal l'a annoncé, Roger Chudeau, qui est député Rassemblement National, il a dit c'est super, c'est le programme de Marine Le Pen. Donc ça ne doit pas, si la gauche arrive au pouvoir, ça ne doit pas exister à la rentrée. Il faut mieux payer les personnels de l'éducation nationale, il faut en embaucher, il faut défendre l'école publique face au privé et il faut travailler à l'école inclusive. Une réaction, Julia Cagé, avant qu'on... Je voulais en rajouter une, et j'espère aussi que ça fera partie du programme de l'Union des gauches et des écologistes, c'est de dire que si une école privée refuse d'entrer dans la carte scolaire, donc fait du séparatisme, en fait, on arrête les subventions publiques. Parce qu'on mettra jamais fin à ce séparatisme scolaire qui est quand même à la base de la reproduction sociale et d'énormément d'inégalités que l'on voit aujourd'hui. Si l'on permet aux gens de sortir leurs enfants du public pour aller dans le privé, et en plus on paie ça avec l'argent public. Donc ça, je pense aussi que c'est une mesure forte qui parle à tout le monde, parce que quand même tout le monde en souffre de ce séparatisme scolaire. Donc pas d'argent public pour les écoles privées qui ne veulent pas rentrer dans la carte scolaire. Argent public, école publique. Aurélie Trouvé, Ali Rabé, on va vous libérer. Un dernier mot avant de partir, ou vous avez pris toutes les recommandations? Non, mais moi je voulais réagir sur ce qui a été dit, parce que dans les recommandations, mais je crois qu'en tout cas nous c'est quelque chose qu'on a... C'est des idées, moi. Non mais c'est bien, je veux dire, après ça nous alimente. Donc moi il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir qui me semble extrêmement importante, et c'est sur la question des jeunes, des quartiers populaires, des gens qui ne votent pas d'habitude. Il n'y a que 50% qui ont voté encore aux européennes, et il faut qu'on fasse tout un travail de terrain. En tout cas, ce que nous on a essayé de faire à la France Insoumise, c'est de faire des porte-à-porte et de ne pas faire des réunions entre convaincus, c'est d'aller au contact des gens, à la sortie des supermarchés, à la sortie des métros, ou quand on est en région parisienne en tout cas, c'est-à-dire vraiment d'aller discuter avec les gens et d'aller les faire se déplacer. Voilà. Et je crois que là, on n'a que 2-3 semaines, 3-4 semaines avec le second tour, c'est urgent, mais vraiment, il faut qu'il y ait, et je rejoins ce que tu dis, Mana, je finirai là-dessus, il faut qu'il y ait vraiment un soulèvement, quoi. Là, on a besoin du soulèvement de tout le monde, de tous les quartiers, qu'on aille voter massivement. Il faut aller chercher les électeurs, mais pas que dans les quartiers. Il faut aller chercher les classes populaires des bourgs et des villages qui votent aujourd'hui pour le Rassemblement national. Quartier populaire, non, quand tu dis à la sortie des métros, etc., c'est pas que la stratégie de mobilisation des quartiers qui votent déjà pour augmenter la participation. Excuse-moi, c'est que j'ai... Non, mais il faut aller partout, dans les petites villes, il faut
aller je parle partout de en mon France. quotidien, mais effectivement. il faut parler à l'ensemble du monde du travail. Bien sûr. Pourquoi on ferait une sélection Mais par ailleurs, quand on dit quartier populaire, qu'on soit clair, c'est les quartiers populaires de la petite ville à la plus grande ville. Au-delà des quartiers populaires, c'est la population des villages qui n'est pas dans des quartiers, qui n'est pas dans des tours, qui est dans de l'habitat pavillonnaire, qui a des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'accès aux services publics et qui aujourd'hui vote Rassemblement national. Il faut aussi aller leur parler. Je me permets de dire que par exemple la question agricole elle est importante et pour ma part je l'ai massivement investie depuis très longtemps, mais je pense que c'est par exemple une des questions quand même importantes, un des enjeux, parce que ça reste très vite. Dans le prolongement, c'est une évidence qu'il faut cesser d'opposer les Français les uns aux autres. Le RN, c'est quoi? C'est choisir des boucs émissaires et les stigmatiser. Très clairement, qu'on soit aide-soignante, femme de ménage, ouvrier dans l'automobile, qu'on habite, encore une fois, dans la Somme, qu'on habite à Trappes, on a exactement la même réalité, on est confronté au même problème de pouvoir d'achat, à la même stigmatisation. Il y en a certains qui subissent en plus le racisme. Et effectivement, il faut être capable, sur 2 semaines, sur 3 semaines, de faire comprendre aux Français que stigmatiser ceux qui leur ressemblent ou qui sont différents par leur couleur de peau ne suffira pas à changer leur réalité, et que les propositions que j'ai entendues là, de la part des organisations syndicales, dans l'enseignement, dans le monde du travail, ce sont celles qui peuvent vraiment changer la vie. En 36, on l'a fait en quelques jours seulement, sous la pression populaire avec les grèves massives. Exactement. On peut le faire avant l'été, on peut voter les principales réformes qui vont faire du bien aux Français. C'est noté. Ali Rabé, Aurélie Trouvé, merci. On vous libère. Et on va entendre Pierre-Antoine Cazot de la LDH et Kim Reflet du syndicat de la magistrature sur... allez-y, vous pouvez y aller. Sur l'état de droit et les libertés publiques, pendant que s'installent en plateau Clémentine Autain et Sophie Taillé-Polian, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue, installez-vous. Pierre-Antoine Cazot, pendant que nos invités s'installent, on a une question sur la Ligue des droits de l'homme. On avait eu un exemple sur le secteur de l'éducation, peut-être sur la question des libertés publiques, de donner peut-être 1 ou 2 exemples pour celles et ceux qui nous écoutent de la gravité des propositions du RN dans ce domaine et qui motivent l'engagement spécifique de la LDH dans cette élection particulière. Enfin, tous les sujets. Je suis désolé, on ne peut pas réduire les quelques propositions du RN à des cas spécifiques. C'est qu'en fait, ce que nous, on constate, parce qu'on travaille avec nos partenaires européens, c'est que partout, effectivement, comme le disait Sophie Binet tout à l'heure, partout où l'extrême droite, elle arrive, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne détruit pas tout d'un coup la démocratie. C'est par petits bouts, quoi. C'est par petits bouts. Elle y va touche par touche. Ce qu'ils ont fait en Pologne, c'est qu'ils ont commencé par la justice. Après, ils se sont attaqués à la presse. Et après, ils ont fini par s'en prendre aux leaders des oppositions. Et à la fin, c'est tout l'état de droit qui est affaibli, et c'est au moment où il est particulièrement faible, il est presque à terre, et là, il y a un risque qu'à ce moment-là, ils récoltent et qu'ils emportent la démocratie avec. Ça a été dit tout à l'heure. On l'a vu aux États-Unis avec Trump ou d'autres qui, à un moment donné, essayent de faire valdinguer la démocratie, le vote. Donc, c'est extrêmement grave, et là-dessus, nous, on pense qu'il y a une responsabilité qui est énorme des partis politiques. Pas seulement des partis politiques, mais d'abord des partis politiques. Nous refusons que l'extrême droite puisse l'emporter sur le terrain des divisions des forces progressistes. Ça, c'est pas possible. Nous, on a fait ce constat, mais c'est pas depuis la dissolution. Je pense que tout le monde l'a vu, mais on a voté une résolution en Congrès le mois dernier appelant à construire une alternative démocratique, écologique et sociale pour que nous battions l'extrême droite, mais pas seulement pour battre l'extrême droite. Nous constatons aussi qu'on est dans une situation qui est grave, qui est une absence d'alternative, parce qu'on voit que le camp néolibéral porté par Emmanuel Macron, qui s'attaque lui aussi au cadre des droits, à l'effectivité des droits, il n'est pas porteur d'une solution qui pourrait aussi, on pensait déjà en 2027, mais l'emporter face à l'extrême droite. Donc il n'y a plus que le camp des progressistes qui ont la possibilité de l'emporter. Voilà. Donc il faut qu'ils se réunissent. Kim Reflet, vous êtes magistrate, présidente du syndicat de la magistrature. Le RN au pouvoir, c'est la fin de l'état de droit, déjà bien amoché par les années de Macronie ? Alors oui, le RN au pouvoir, ce qu'on peut constater, et d'ailleurs aussi à une échelle européenne, parce que le syndicat de la magistrature est membre d'une association qui réunit des syndicats et associations de magistrats, c'est que
partout où, dans les États qui ont fait le choix d'amener au pouvoir des régimes autoritaires, c'est la justice qui est attaquée en premier lieu et la presse, ce qui vient d'être décrit. Et donc on sait que le Rassemblement national au pouvoir va s'en prendre à l'autorité judiciaire et notamment à son indépendance, sur laquelle il s'est exprimé à de nombreuses reprises. La matrice idéologique, c'est autoritarisme, une matrice sécuritaire. Et donc la vision du Rassemblement national, c'est des juges et des procureurs qui sont des agents de la répression et qui doivent être au service de l'exécutif. La particularité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, notre organisation, nos règles institutionnelles font qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à changer pour que le Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir, puisse prendre le contrôle, notamment des carrières des procureurs, et en fait a déjà les outils pour contrôler une partie de la magistrature. Cette réforme constitutionnelle, Emmanuel Macron l'avait promise dès 2017, elle n'a jamais eu lieu. Le procureur général de la Cour de cassation l'a redit là encore récemment, il faut absolument cette réforme institutionnelle parce qu'on va regretter de ne pas l'avoir faite. Précisez ce qu'elle aurait pu apporter cette réforme. Elle aurait garanti l'indépendance des procureurs. Vis-à-vis du pouvoir politique. Vis-à-vis du pouvoir politique qui aujourd'hui peut faire et défaire leur carrière, peut les sanctionner, peut pénaliser des procureurs qui ne sont pas dans la ligne. Et donc évidemment, ça c'est à redouter. Et la conséquence après, c'est quand on a des procureurs à sa main, on peut mener des politiques extrêmement répressives. Alors d'une certaine manière, c'est une forme de radicalisation de quelque chose qui existe déjà. Il ne faut pas non plus avoir une vision trop angélique des choses, mais ça serait une radicalisation très forte. Et nous, notre rôle, c'est d'alerter et de porter un autre projet pour la justice que celui-là, bien sûr. Clémentine Autain, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Au mois d'août dernier, dans une note de blog, vous aviez écrit, oui, je me renseigne, nous avons besoin vous allez voir qu'il y a un lien, nous avons besoin d'une instance qui dépasse nos seules organisations politiques parce que nous savons que tant de syndicalistes, artistes, intellectuels, associatifs possèdent une expertise décisive pour avancer. Est-ce que le Front populaire dont on a commencé à parler dans cette première heure, pour vous, c'est enfin ce moment-là dans un contexte plus dramatique que celui dans lequel vous écriviez ce texte? Oui, moi je suis absolument convaincue qu'on a besoin de toutes les forces vives de ce pays, mobilisées pour faire face à une situation qui est totalement inédite. Et permettez-moi quand même de dire un mot, parce que jusqu'ici on n'est pas reparti du début, mais enfin, on a un président de la République qui a une sanction magistrale de la part du peuple français. Et devant cette sanction, il avait plusieurs choix: de démissionner lui-même, que le gouvernement démissionne, de prendre en considération la colère des Français légitime et de changer de braquet, de changer de politique. Et ce qu'il fait, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de prendre le risque, avec 40% des suffrages exprimés pour l'extrême droite, de voir Marine Le Pen et ses amis au pouvoir. Je veux dire, c'est hallucinant d'irresponsabilité. Donc on est aussi dans cette situation parce qu'on a un pouvoir du en même temps qui nous avait promis qu'il serait un rempart face à l'extrême droite et qui se retrouve une passerelle, pour ne pas dire une passoire. Donc ça, c'est la situation dramatique dans laquelle le président de la République nous a mis. Face à ça, il y a cette irresponsabilité et nous, je trouve que depuis dimanche, ce qui domine, c'est la responsabilité. Responsabilité des syndicats qui font cause commune et qui appellent à manifester. Cette manifestation, ce week-end, pour moi, elle est décisive. Je veux dire, il faut, toutes celles et ceux qui nous regardent, il n'y a rien d'autre à faire ce week-end que d'aller manifester. Parce que c'est le nombre. Dans l'histoire, on le sait, seul le nombre peut faire reculer ses idées. Seule la force du nombre est capable d'imposer un changement de cap. Et donc pour moi, ça, c'est l'étape décisive. Et la deuxième, c'était que les organisations politiques de gauche, qui quand même, il faut se dire les choses, pendant cette campagne électorale, n'ont pas manqué de noms d'oiseaux, d'insultes, de je sais pas quoi, etc., dans tous les sens. Et vous savez à quel point je ne suis pas d'accord depuis longtemps avec ce climat. Voilà. Donc je pense que ce climat n'est pas un bon climat. Et que je suis très heureuse de voir que, parce qu'il y a eu un coup de tonnerre, parce que nous sommes au pied du mur, la responsabilité est au rendez-vous et qu'en quelques heures, en effet, tous les partis de gauche ont su se mettre dans une salle et nous dire il y aura des candidatures communes. Et maintenant, on arrête. Et maintenant, c'est trop grave.
C'est trop grave. Donc il faut s'entendre contre l'extrême droite, empêcher que l'extrême droite arrive au pouvoir, mais on sait très bien que ce qui mobilise les gens, c'est pas simplement d'être contre, c'est aussi de sentir qu'il y a une espérance. Et je crois que notre tâche, elle est double. Elle est de donner à voir ce qu'est l'enfer de l'extrême droite au pouvoir. Et malheureusement, on a beaucoup de modèles à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. L'extrême droite a le vent en poupe. Et donc, on peut prendre appui sur les désastres qui se passent à l'échelle internationale. Mais je crois qu'on a aussi la responsabilité de tracer le chemin de progrès. Et il y a un moment que nous disons qu'à la fin, c'est eux ou nous. Vous savez, on l'a souvent dit ça. À la fin, c'est on y est. On y est. Donc la question, c'est est-ce que c'est la haine de l'autre ou est-ce que c'est le partage et la solidarité ? C'est ça le sujet. Voilà, c'est ça le sujet. C'est le type de société dans laquelle on se projette et avec une immense gravité. Et ce que je terminerai juste d'un mot, mais pour dire qu'une chose est de le savoir, parce que franchement, on l'a vu arriver. Je veux dire, ce qui s'est passé dimanche soir, les sondages nous le disaient depuis longtemps, la montée de l'extrême droite dans les têtes, dans les urnes, et l'atonie aussi. Parce qu'en 2002, quand Le Pen arrive au pouvoir, c'est pas l'atonie. Il y a une mobilisation, mais progressivement, on s'est habitué, il y a eu une banalisation, il y a eu une normalisation. Les médias dominants ont une responsabilité, le président de la République, la Macronie, ont une responsabilité dans cette montée de l'extrême droite, mais nous aussi, il faut qu'on se rende compte qu'on n'a sans doute pas suffisamment pris la mesure. Et là, on s'est pris un coup de tonnerre sur la tête, mais c'est cette émotion que nous avons ressentie dimanche soir qui peut être la base, parce qu'il y a une dimension sensible que chacune et chacun, d'ailleurs, peuvent ressentir dans sa propre vie, pour beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens. Immédiatement, on se dit, c'est ça qui va se passer. Pour nos vies, pour nos libertés, pour notre capacité à vivre dans la dignité, pour la démocratie, pour tant de choses, pour le climat, pour tant de choses. Là, on est au pied du mur. Et cette sensibilité-là, je pense que c'est ça qui peut nous permettre de créer le mouvement populaire qui empêche le pire. Et on a 3 semaines. 3 semaines pour réussir. 2 et demi, là. Je vous pose la question à vous et aussi à vous, Sophie Taillé-Polian, de Génération qui venez de nous rejoindre. Vous aussi, députée sortante, sortie, dissoute, tous les qualificatifs ont été donnés au début de ce plateau. Et on va reposer la question à tous les élus qui défileront parce qu'on a besoin d'être sûr. Il y a l'accord de principe, un candidat à une circonscription, ça c'est acquis. Vous nous le confirmez toutes les deux que ça c'est acquis. Et est-ce que ce programme de rupture pour les 100 premiers jours de gouvernement, ça ce sera acquis aussi ? On a entendu toutes les déclarations d'intention et de responsabilité. Écoutez, mais vous aboutirez en temps et en heure. Je crois que ici sur ce plateau, que ce soit Aurélie Trouvé ou Arthur Delaporte, qui sont en lien, connectés avec les négociateurs et les négociatrices actuellement à l'œuvre, ont témoigné de la volonté commune d'y arriver et d'y arriver sur une liste de noms. Et je crois que Julia Cagé le disait, à un moment donné, il faut aussi des noms, des personnes sur 577 circonscriptions, une seule personne sur chacune des circonscriptions, et des propositions. Et je pense que c'est extrêmement positif qu'on ait réussi en quelques heures à avoir cet accord de principe. Mais finalement, cet accord de principe, c'est une obligation de réussite que les signataires se sont imposés. Et c'est très bien. Et moi, je les remercie d'avoir commencé par ça. J'étais dans ma circonscription à une fête d'école et de collège et tous les gens me disaient le nouveau Front Populaire ou le Front Paris, Populaire. À Villejuif, dans une commune du Val-de-Marne. Et tout le monde disait c'est formidable le Front Populaire. On est obligés, les gens ils ont compris. Et maintenant ils veulent agir parce que non mais on nous demande beaucoup comment faire, etc. Donc je rejoins. Samedi à République. Et puis, écoutez, il faut rejoindre les forces vives qui commencent déjà à militer sur le terrain pour dire rassemblons-nous. Les gens ils disent c'est formidable le Front Populaire, mais les gens, il va falloir les amener aux urnes. On a déjà posé la question, mais pareil, on vous la repose. On a eu une participation très faible. Vous dites beaucoup à gauche que les quartiers populaires sont mobilisés, etc. C'est vrai que souvent, la France Insoumise est arrivée en tête dans certains quartiers populaires de régions parisienne, mais avec des participations très faibles. Et puis on l'a aussi dit, la France des bourgs et des villages, comment vous allez l'amener aux urnes et pour voter pour la gauche ? Vous avez un plan pour ça ? Les propositions, je crois que ça a été dit. Il faut que ce soit très clair. Je reformule ma question précis. Avec le spectacle de désunion que vous avez montré, les gauches depuis ces campagnes des européennes et la dégringolade de la NUP depuis 2 ans. Est-ce que là, en 2 semaines et demie, vous allez pouvoir à nouveau
susciter la confiance? Bah écoutez, moi je peux vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est possible et je pense pas que c'est possible par théorie. Je pense que c'est possible parce que je viens de cette fête d'école rue Pasteur à Villejuif. Voilà. Parce que j'ai discuté avec les gens qui sont venus me voir. Ils sont tous au courant qu'il y a une élection. Ils sont tous mobilisés. Après, il faut pas se leurrer. C'est effectivement une ville où l'extrême droite n'est pas au niveau moyen français. Et donc maintenant, les propositions, elles doivent s'adresser autant à la France des bourgs qu'à la France des tours, selon l'expression qui devient un petit peu célèbre. Et donc, elles doivent être unifiantes. Elles doivent reposer les valeurs de solidarité. Et je crois que, munis de ça, de ces outils, eh ben, on va aller en campagne et on peut l'emporter. Oui, j'en suis convaincue. Julia Cagé, je crois que vous devez filer. Ouais, je veux dire, un dernier mot avant d'aller. Non, mais il y a quand même une leçon à tirer du Front populaire et du score de dimanche. La leçon à en tirer, c'est qu'aujourd'hui, la principale force d'opposition à l'extrême droite en France, c'est la gauche. C'est pas Emmanuel Macron. Il faut le dire, Emmanuel Macron, aujourd'hui, dans les urnes, c'est 15%. La gauche unie dans les urnes, c'est le paysage politique qu'on a aujourd'hui. Et je veux dire, le Rassemblement national, l'extrême droite à 40%, c'est le paysage qu'on a aujourd'hui. La gauche unie, c'est 33%. La seule alternative à l'extrême droite, la seule opposition concrète aujourd'hui, c'est la gauche. Ça veut dire qu'il faut aussi aller chercher du côté d'une partie de l'électorat qui s'était perdue vers Emmanuel Macron comme rempart. Le macronisme, c'est 15%. Vous ne gagnez pas une élection avec 15%. En partant de 33%, 3 semaines de campagne, une dynamique, là on peut renverser la tendance. Il faut faire opposition à l'extrême droite aujourd'hui, il faut aussi vaincre contre Emmanuel Macron. Et je pense que c'est sur ce double message-là que la gauche peut avoir une chance de l'emporter. Julia Cagé, vous filez. Sophie Binet, oui. Aussi. Alors, bonne soirée. Merci d'être venue. Et d'autres vont nous rejoindre. Clémentine Autain, pardon, je vous lâche pas avec cette histoire de... Peut-être, je m'autorise à filer, ouais. Si allez-y, Arthur Delaporte. Merci d'être passé. Bon courage pour les négociations et donnez-nous des nouvelles. Je vous lâche pas avec cette question, Clémentine Autain, sur le fait de réussir à aller chercher des électeurs que vous n'avez jusqu'ici pas pu trouver. Et je comprends l'enthousiasme et le volontarisme, mais concrètement, l'équation, je ne sais même pas si on peut la solutionner dans le temps imparti. D'abord, je pense qu'il faut installer dans le pays l'idée que l'alternative, c'est eux ou nous. Julia Cagé vient de le dire, mais c'est essentiel. La Macronie n'est plus en état de battre l'extrême droite. Or, je suis convaincue que dans le pays, une majorité, aujourd'hui, ne veut pas de l'extrême droite. Ça ne veut pas dire une majorité de gens qui s'expriment dans les urnes. Mais je crois profondément qu'il existe cette majorité. Donc il faut la mobiliser. Pour la mobiliser, il faut d'abord que se crée, et je lance un appel ici, il faut que se crée des comités pour le nouveau Front populaire et que les gens s'approprient cette histoire-là. C'est pas simplement des partis qui vont donner des consignes. On a 2 semaines et demie, donc il faut que tout le monde s'y mette, à la machine à café, dans les fêtes de quartier, en famille, partout. Tout le monde doit s'y mettre. Ça, c'est essentiel. Et à nous d'envoyer le message de rassemblement, le message positif aussi de ce que nous allons faire à la place, parce que nous sommes majoritaires sur nos propositions, et c'est quand même un des points qui interroge beaucoup à gauche. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un sujet. C'est quand on regarde les propositions que nous faisons, aussi bien pour sauver le climat, les Français sont pour, la retraite à 60 ans, les Français sont pour, défendre les services publics, les Français sont pour, ils le mettent en haut de la pile de leurs préoccupations. Donc il y a bien quelque chose il y a un décalage entre ce qu'on doit pouvoir mobiliser sur le fond de nos propositions et la réalité de ce qu'on trouve dans les urnes. Donc ça c'est un décalage qu'il faut combler. Est-ce qu'on y arrive en 2 semaines et demie? Personne ne peut le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'on a la responsabilité de ne pas se laisser aller dans la résignation, dans le fatalisme, dans c'est fini, etc. Et il faut parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a les quartiers populaires, où en effet, il y a des réserves d'abstention énormes qu'il faut mobiliser, mais la France, c'est pas simplement les quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis. La France, c'est un territoire dans lequel il y a des préoccupations diverses, mais qui peuvent être mobilisées sur un certain nombre de sujets qui sont fédérateurs. Et c'est ces sujets fédérateurs qu'il faut mettre sur le devant de la scène pendant 2 semaines et demie. Je souhaite la bienvenue à nos nouvelles invités, en fait. Alors, Diangou Traoré, bonsoir et bienvenue. Vous êtes militante contre les violences policières et vous faites partie de Saint-Denis en commun. Et vous étiez dans le Parlement de l'Union populaire, exactement, c'est bien ça. Bienvenue à vous. Caroline Dehaze, bonsoir, bienvenue. Vous êtes militante féministe et avez une grande connaissance de la gauche pour le parcours que vous incarnez. Et Lucie Castet ou Castet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes co-porte-parole du collectif Nos services publics.
Vas-y Fabien, je t'en prie. Non, parce qu'on a beaucoup parlé politique, c'est normal, mais peut-être que justement, quand on a beaucoup de représentants et de représentantes de la société civile, on voulait aussi vous entendre peut-être justement sur l'aspect programmatique qu'on citait. Clémentine Autain a commencé à parler de propositions concrètes. Si on devait vous donner, vous faire l'exercice de, par exemple, sortir une proposition qui pourrait figurer dans la fameuse liste des mesures des 100 jours que ce Front populaire pourrait mettre en œuvre, qu'est-ce que vous diriez en premier, en priorité, qui à votre avis est propre justement à mobiliser, peut-être en commençant par vous, Adèle. Pour moi, il faut revenir à zéro sur ce qui est Parcoursup, sur ce qui est de la réforme du bac qui a été faite. C'est des réformes absolument libérales d'une part et destructrices pour l'éducation. Sophie Vénétité sera d'accord avec moi. Pour moi, là, c'est la priorité. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font un sursaut face à l'extrême droite, mais il y a aussi des gens qui ont le bac dans quelques jours, qui ont Parcoursup, qui se réveillent tous les matins en regardant ça. Et tout ça a instauré un état d'esprit dans notre pays, une précarisation des esprits qu'il va falloir combattre une fois que le Front populaire sera au pouvoir, je l'espère, et de toutes les manières possibles. Et donc, à mon avis, l'éducation est effectivement un enjeu majeur pour la gauche, parce qu'on voit bien que si Emmanuel Macron en parle, c'est soit de façon réactionnaire, soit c'est des mots, et en réalité, il n'y a rien derrière. Ça a été la destruction de l'école publique depuis 7 ans maintenant. Et pareil pour l'extrême droite qui, elle, n'en parle pas. Donc je pense que c'est une priorité pour la gauche, oui. Pierre-Antoine Cazot, peut-être, on fait tourner la parole. Ouais, je ne sais pas s'il y a une chose, parce qu'il y en a, nous, on considère justement que les droits, pour qu'ils soient effectifs, il faut qu'ils se tiennent tous ensemble. Et on ne peut pas les penser qu'individuellement. Ça, c'est le cœur de la LDH. Après, si on doit penser à certains droits qui sont importants, il y a l'accès au logement, parce qu'il conditionne l'accès à la santé. L'accès à la santé, parce qu'il conditionne aussi la possibilité d'exercer tous ces autres droits. Il y a un tout. Nous, notre discours, c'est tous les droits pour tous. Voilà. C'est tous les droits pour tous. Et il faut qu'on le pense comme ça, et qu'on le pense en termes d'effectivité. Parce que il va directement contre la préférence nationale, pour dire les choses, qui est le cœur du message du RN. Contre la préférence nationale, c'est l'exemple le plus criant, ça, c'est une évidence. Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce que propose le Rassemblement national. Mais on a aussi les droits qui sont pas effectifs. Et ça, c'est ce qu'on a eu pendant les dernières décennies. C'est qu'on s'est attaqué aux droits de tous et toutes. On a des inégalités sociales qui ont explosé partout. On a des pans entiers de la société qui se considèrent comme abandonnés. Et qu'on ne peut pas juste... C'est pas une construction d'un droit par-ci ou par-là. Je crois qu'il faut qu'on repense l'intégralité et qu'on les repense ensemble. Du coup, c'est peut-être une généralité, mais on pourrait rentrer dans les détails. Mais oui, effectivement, j'ai dit le droit à la santé, le droit au logement, les services publics. En fait, c'est un tout. Et voilà. Et c'est pas à nous de proposer juste un programme. En fait, c'est aux partis politiques là-dessus de travailler. Allez-y. J'ai déjà évoqué la question institutionnelle de l'indépendance de la justice qui est essentielle pour nous vraiment, mais je pense que nous, ce qu'on souhaite aussi voir porter, c'est une vision sur la place du juge dans la société. La justice, c'est une autorité, mais une autorité judiciaire, c'est aussi un service public, et il y a une difficulté d'accès, et d'accès au juge, et donc il y a quelque chose à penser autour de ça. Le juge, le droit, c'est l'arme des faibles. Le juge, c'est celui qui va permettre de vous rétablir dans vos droits, de pacifier la société, de réguler les conflits. Et on voit qu'il y a un recul de cet office du juge. C'est aussi un juge qui protège, par exemple, les mineurs en danger. Et donc, on voit qu'il y a un recul de cet office du juge qui est essentiel pour la cohésion sociale. Et donc, on pense qu'il faut absolument une réflexion autour de cette vision positive et protectrice et émancipatrice de la justice, plutôt qu'une version une vision très répressive qui nous est proposée. Sophie Vénétité. Oui, c'est vrai que Manès Nadel a parlé de Parcoursup, mais en fait, nous, s'il y avait une mesure, c'est le plan d'urgence pour l'école publique, et qui serait articulé autour de 3 points. C'est le sens de l'école publique aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de l'abrogation des mesures choc des savoirs. C'est vraiment pour redonner à l'école publique une ambition, qui n'est pas l'ambition de trier les élèves, au contraire, c'est de tous les faire réussir. C'est d'avoir aussi une ambition pour nos élèves, et donc là aussi, de tous les faire réussir, et notamment de faire réussir les élèves des milieux populaires, et ça, effectivement, on vient à dire
quinquennat, remettre à plat un certain nombre de réformes et d'avoir aussi, le troisième point, c'est de l'ambition pour les personnels de l'éducation nationale. Enfin, aujourd'hui, la situation de l'éducation nationale, ça devrait être un scandale national. Je veux dire, on a des élèves qui n'ont pas eu cours pendant 4 mois. On a des professeurs qui démissionnent. On a des AESH qui démissionnent, qui n'arrivent pas à finir le mois. Donc, il faut vraiment penser ce plan d'urgence sur le sens de l'école, l'avenir des élèves et l'avenir des personnels. Et c'est pas, et je voudrais vraiment insister sur quelque chose, c'est pas, entre guillemets, juste un combat corporatiste d'organisation syndicale. Reconstruire l'école publique, c'est un enjeu démocratique. C'est un enjeu démocratique parce que l'école publique, l'école de la République, elle est aussi pleine de promesses. Et aujourd'hui, moi je peux vous le dire, nos élèves, leurs familles, ils voient bien que l'école ne tient plus ses promesses. Et on voit que ça suscite des rancœurs et on voit que ça suscite du désespoir. Et on sait que c'est très inflammable après. Mais nos élèves, ils le voient quand on les récupère le lendemain des résultats de Parcoursup. Enfin, c'est dramatique pour eux, c'est dramatique pour l'école, mais en fait, c'est dramatique pour la société. Donc, quand on dit il faut un plan d'urgence pour l'école publique, c'est un enjeu démocratique. Et quand on voit aujourd'hui les élèves, les familles, et notamment des milieux populaires s'éloigner de l'école publique et du service public, enfin, ça devrait vraiment mettre la puce à l'oreille de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence pour l'école. Caroline Dehaas. Sur les mesures, peut-être. Les mesures, les mesures. Ouais. Parce que ce matin, ou je crois que c'était hier, Jordan Bardella a dit qu'il ne reviendrait pas, le Rassemblement national, sur l'abrogation, enfin sur la réforme des retraites. Et moi, je me dis que là, on a une mesure quand même qui peut être au cœur de la campagne et qui peut faire la différence. Il faut abroger la réforme des retraites. Et je pense que si on porte ça dans la campagne comme revendication ou comme mesure numéro 1, qui sera mise en place dès l'arrivée au pouvoir du gouvernement du Front populaire, je pense qu'on peut faire la différence. Vraiment là-dessus. Et puis l'autre élément, c'est que je pense qu'on peut aussi avoir un discours dans cette campagne, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Ça fait quand même des années, enfin tout ce que vous dites là, c'est quand même une forme de brutalité sociale et politique qui est quand même inouïe. Et en fait, si le Rassemblement national est au pouvoir, ou si Macron réempile le gouvernement, si la Macronie réempile, on va continuer à être brutalisé, on va être brutalisé de plus en plus. Et je trouve que le Front populaire, la gauche, les écologistes, ils pourraient aussi porter un discours de... En fait, on va revenir un peu à la normale, en fait, à une situation où on n'est pas brutalisé tous les jours quand on se lève, en raison de là où on habite, en raison de notre couleur de peau, en raison... Voilà, on n'est pas brutalisé tous les jours. Et ça, je pense que ça peut faire aussi un message que peut porter la gauche dans cette campagne. Rapidement, Manès Nadal, pourquoi? Oui, je voulais réagir à ce qu'a dit Caroline Dehaas. Absolument. Pour moi, il faut absolument être sur des mesures offensives. Et par exemple, dans ce que proposait Raphaël Glucksmann hier, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des abrogations de ce qui a été fait par Emmanuel Macron. Mais je suis désolé, mon enjeu, c'est pas de taper sur quiconque. Ce que je veux dire, c'est que là, il faut aller de l'avant. Et il y a des thématiques qui parlent aux Français, et à la jeunesse notamment. Il y a quelques semaines, il y avait plusieurs dizaines de lycées qui étaient bloqués en solidarité avec la Palestine. C'est important aussi, on n'en a pas parlé. C'est le jeu des médias. On ne parle plus de la Palestine aujourd'hui, mais c'est fondamental. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes, des millions qui ont été absolument abasourdis par ce qu'ils ont vu sur la Palestine. Et je pense que la reconnaissance de l'État palestinien, qui est une mesure simple, immédiate, doit figurer en haut de ce que va proposer le Front populaire. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on demande. Django Traoré, vous êtes donc engagé depuis pas mal de temps. Vous nous disiez, quand on a préparé l'émission, que vous étiez assesseur titulaire dans un bureau de vote, et vous avez eu, j'imagine, un peu d'espoir en voyant des gens qui ne s'étaient jamais déplacés pour voter, venus voter dimanche dernier. Exactement. En fait, moi, j'ai tenu un bureau de vote de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Tout le dépouillement. Et moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, j'étais vraiment surprise, vraiment surprise des personnes venir voter en famille. Vraiment en famille. Il y a eu plus de votants cette année pour les européennes que les dernières élections. Là, on voit vraiment qu'il y a un enjeu et que les gens commencent à comprendre. Et il y a une conscientisation qui est là. Il y a un enjeu. Voilà, cet enjeu, il est là. Il faut que tout le monde aille, se lève, part dans les urnes directement. Mais je voulais juste dire aussi quelque chose, c'est que beaucoup de personnes sont venues voter, mais en sortant, la plupart disaient qu'on espère qu'il y aura des choses qui vont changer. Pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on n'en parle pas. Beaucoup de personnes qui retirent les aliments à la caisse, ça aussi c'est vraiment scandaleux, parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est un scandale. Les logements aussi, le camarade il en a parlé, il y a de moins en moins de construction de logements sociaux PLAI, et on voit que les listes d'attente, elles sont énormes, elles vont sur des 10 ans, voire des 15 ans pour certaines familles. Je pense que c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, les gens qui n'allaient pas voter
Parce que c'est des gens qui, vu qu'ils n'allaient pas voter, qui se sont levés en famille, ils se sont dit, vas-y, là, c'est bon, je mets le bulletin dans l'urne. Et pourtant, la participation est restée faible. Très faible. Alors comment là, vous pensez qu'on fait la différence ? Là, Qu'est-ce que vous demandez à celles et ceux-là qui discutent, qui négocient pour un programme commun ? Qu'est-ce que vous leur demandez comme message ? On en a entendu beaucoup, mais quel est le vôtre ? Pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires. Il y a eu Parcoursup, parce que Parcoursup vient de dire c'est une affaire familiale, parce que c'est l'enfant, parents, grands-parents, personne ne dort dans la famille. C'est clair. Je l'ai vécu avec ma fille. Donc c'est une catastrophe. Donc le logement et surtout le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Sophie Taillepollon, vous vouliez réagir ? Je voudrais réagir. Salaire, pouvoir d'achat, ça, c'est vraiment la base. Et c'est la base parce que ça unit aussi tout le monde. Toutes les familles se sont retrouvées à revoir à la baisse leurs dépenses. Quelle que soit leur situation, tous les salariés de ce pays ont refait les calculs, etc. Et là, il y a encore l'augmentation du prix du gaz. Donc, c'est tarif réglementé aussi de retour avec une dimension sociale. Donc, salaire, pouvoir d'achat, c'est la première chose. Avec ça, je pense qu'on peut déjà mobiliser énormément et je rejoins complètement le mot d'ordre très clair d'abrogation de la réforme des retraites. J'ajoute un autre point. Ça fait quand même, et je pense que ça peut aussi parler à des gens qui s'interrogent sur la capacité de la gauche et des écologistes à arriver au pouvoir dès demain. Elle n'a pas semblé extrêmement prête ces dernières semaines, c'est peu de le dire, et on le sait. Mais j'ai envie de leur dire à ces gens-là, moi, venez voter. On a une pratique du pouvoir ces dernières années qui a préparé le terrain pour un autoritarisme débridé. Quand on regarde comment, dans notre système actuel, avec les institutions qu'on a, pu faire passer des lois sans majorité, multiplier les 49.3, et comment on a, je dirais, petit à petit grignoté l'état de droit, et cela depuis une bonne dizaine d'années, je veux dire que tout est prêt pour que le Rassemblement national et ses alliés mettent en place une politique très dure tout de suite. Donc il n'y a pas de « oh là là, oui, mais il ne se passera rien ». Non, il se passera beaucoup de choses et immédiatement. Donc il ne faut pas leur donner les clés, c'est une question de survie pour la République. Lucie Castet, je vous donne la parole. On l'a dit, vous êtes porte-parole du collectif Nos Services Publics. Ça a été dit, le RN a ce discours-là sur justement la disparition des services publics, leurs difficultés d'accès. Ils en font un argument électoral. Et vous, ce que vous défendez, ce que vous avez dit en préparant cette émission, c'est évidemment que leur arrivée au pouvoir serait une catastrophe pour les services publics. Alors peut-être expliquez-nous pourquoi. Oui, vous avez raison. Il y a dans le discours du Rassemblement national quelque chose de très fort sur les services publics parce qu'ils écoutent les demandes de la population qui légitimement attendent davantage de services publics. C'est maintenant quelque chose qui est bien ancré dans la population, c'est une attente d'ailleurs que vous avez tous rappelé. Et donc le RN entend ça et sert le discours qui est attendu par les gens, mais en réalité quand on regarde son programme, il y a des contradictions qui sont fondamentales avec l'existence d'un service public fort. Donc Marine Le Pen dit je veux redonner ces lettres de noblesse au service public, mais en réalité quand on regarde son programme économique par exemple, il y a une contradiction flagrante puisqu'elle propose un allègement d'énormément de strates de la fiscalité. Par exemple, elle dit il faut diminuer l'impôt sur les successions ou sur les donations, il faut faire des allègements des cotisations patronales, etc. C'est 40 milliards à peu près d'euros qui disparaîtraient du budget de l'État, et donc c'est ça en moins par an pour financer les services publics. Donc c'est absolument impossible. Elle annonce des compléments de budget dans tous les secteurs, la justice, la police, beaucoup dans des secteurs régaliens quand même, mais le RN serait absolument incapable de les financer. Ça c'est une première contradiction importante. Et puis par ailleurs, il y a une autre contradiction fondamentale, c'est le discours qui est porté par le Rassemblement national sur la fonction publique. On a des députés RN qui disent à longueur de journée l'obésité administrative, il y a trop de fonctionnaires, donc c'est totalement en contradiction avec l'idée d'avoir des services publics qui répondent aux besoins des gens, des personnes qui sont capables d'accueillir les usagers au guichet des préfectures, des personnes qui sont capables d'enseigner à nos enfants, etc. Sans budget et sans vision, on ne peut pas avoir des services publics de qualité. Et enfin, et peut-être surtout, le discours du RN sur le service public rentre totalement en contradiction avec les principes même au cœur du service public qui sont l'universalité et un accès inconditionnel, puisque vous le savez, le RN porte une vision totalement, qui est en faveur de la préférence nationale, pour le dire très simplement, et donc ça sélectionne les usagers qui auraient le droit d'accéder au service public.
Clémentine Autain, pardon, vous voulez réagir? Pour compléter sur les propositions, insister, parce que c'est important que sorte de cette émission cette préoccupation majeure qu'est la question de la façon dont les gens peuvent vivre, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'inflation, c'est l'enfer total. On parle souvent des fins du mois difficiles, mais maintenant c'est le début du mois qui est difficile. Donc cet enfer-là, il faut qu'on ait des réponses claires, aussi bien sur la hausse des salaires que sur le blocage des prix. Et on en a, et on le défend, et on sait faire. Blocage des prix, il suffit d'un décret, c'est pas compliqué à organiser sur un certain nombre de secteurs clés, les produits de première nécessité dans l'alimentation, l'électricité, on sait faire ça. Et la hausse du SMIC, c'est pas non plus très compliqué à faire, on sait le faire. Voilà. Donc ça, c'est une proposition majeure. Il y en a une deuxième, comme sur la retraite, et je partage. Évidemment, on arrive au pouvoir, on enlève cette loi, et là, on est majoritaire, parce que les Français n'en veulent pas. Ils veulent la retraite à 60 ans. On est engagé sur la retraite à 60 ans, ça c'est quelque chose de fort et que les Français partagent. Il y a un autre sujet où on arrive et ça s'arrête, c'est la contre-réforme du chômage. Parce que le gouvernement veut là, à nouveau, diminuer les droits des chômeurs. C'est une attaque inouïe qui est encore en préparation. Après, d'autres lois qui ont déjà été adoptées. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important sur lequel on peut s'engager positivement. On cotise, on travaille, on cotise, on a droit à ce filet de sécurité qu'est le chômage. Et un dernier point, parce que ça n'a pas été évoqué, ça me paraît fondamental, c'est-à-dire que quand on pense Rassemblement national, il y a ce problème de la préférence nationale, c'est-à-dire de la chasse aux immigrés, de l'idée qu'il faut tout garder pour les Français et qui sont assimilés aux Blancs. Enfin, c'était cette conception effroyable de l'extrême droite. Ça, on l'a en tête. Mais pour moi, l'extrême droite, c'est aussi fondamentalement sexiste, patriarcal, c'est-à-dire que ce serait une régression pour les femmes de très grande ampleur. Et Marine Le Pen a beau être une femme, Marine Le Pen a beau nous dire « Ah mais non, sur l'avortement, etc. » mais que personne ne lui fasse confiance. Personne ne lui fasse confiance. C'est-à-dire que pour les femmes, partout où on a l'extrême droite au pouvoir, ce sont des reculs très concrets pour pouvoir avorter, des reculs très concrets sur les salaires maternels, les ci, les là, pour renvoyer les femmes à la maison d'une manière ou d'une autre. Et ce schéma-là, patriarcal, qu'elle veut nous resservir, parce que c'est fondamentalement son projet de domination, eh bien, je pense qu'on est aussi très fort et majoritaire en France pour dire non, ça, c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Et donc, faisons aussi entendre cette voix féministe, parce que je crois à son potentiel majoritaire dans le pays. C'est important, Caroline Dehaze, peut-être vous voulez rebondir là-dessus, parce que notamment en sociologie électorale, on sait que dans l'extrême droite en Europe, il y a souvent ce qu'on appelle le gender gap. Donc en gros, c'est plus d'hommes qui votent pour l'extrême droite que les femmes. En France, ça s'est énormément réduit, il n'y en a quasiment plus. Voilà, quelle mesure ou vous pourriez apporter... Et pardonne-moi Fabien, avant que vous répondiez, on Caroline Dehaze, l'invité n'est pas encore rentré, pour ça que Sophie Vélétité, je vous libère, et Kim Reflet également. Vous pouvez rester. Peut-être resserrez-vous pour recentrer-vous. Voilà, Clémentine Autain, basculer d'un siège, et Stefano Palombarini va nous rejoindre. Et du coup, on redonne la parole à Caroline Dehaze. Bonsoir, bienvenue, installez-vous. Bonsoir. Caroline Dehaze, sur le recul que serait... Alors, ce qui est assez intéressant quand même en matière d'extrême droite, c'est qu'on a des exemples quand même très concrets on n'en manque pas, hélas. De ce qui se passe en Europe. Il y a des précédents. Et en fait, on voit très concrètement ce qui se passe. Au-delà de la question des droits des femmes, donc Clémentine l'a dit, c'est évident, il y aura des reculs. Ne lui faites pas confiance, ne la croyez pas. À partir du moment où l'extrême droite arrive au pouvoir, il y aura des reculs, mais massifs, sur les droits des femmes, sur le droit à l'avortement, sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et sur la lutte contre les violences. La lecture du Front National de la lutte contre les violences est une lecture raciste. Ils considèrent que les violences, c'est pas chez nous, c'est les autres. Et donc, ils ne luttent pas contre les violences, parce que les violences, en fait, c'est chez nous, d'accord ? C'est dans nos familles, c'est dans nos espaces de travail, c'est chez nos potes, en fait, les violences. C'est pas les autres, d'accord ? Majoritairement, c'est dans notre entourage. Et donc, ils ont une fausse lecture des violences sexistes et sexuelles en France, et donc, ils apporteront pas de réponse sur la question des violences sexistes et sexuelles. Donc, le Front National, le Rassemblement National, va détruire les droits des femmes, et par ailleurs, ils vont détruire les droits sociaux. Il y a un pays, en Hongrie, ils ont régionalisé le salaire minimum. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le même salaire minimum partout dans le pays. D'accord ? Il y a des pays où ils ont carrément, c'est en Italie, supprimé le RSA. Bon, ça a des impacts directs sur les femmes. Et puis peut-être un mot quand même sur la mobilisation.
parce que vous avez demandé à vos invités au début comment ils allaient, et c'est vrai que tout le monde arrive en disant ça va, ouais ça va, bon bah en fait non ça va pas, bon. Moi je suis quand même très étonnée en fait de ce qui est en train de se passer à gauche, et je suis même très optimiste en fait. Moi ça va, enfin je trouve que je me dis il se passe un truc. Donc lundi matin je suis arrivée au bureau, franchement c'était dur, parce que au-delà de l'aspect, ce que disait Clémentine tout à l'heure, je pense que c'est très important, c'est-à-dire que la décision d'Emmanuel Macron, c'est pas juste une décision qui va avoir des impacts sur les politiques publiques et sur le gouvernement. C'est une décision qui a des impacts dès hier, en fait, dans la vie des gens. Parce que le niveau de racisme dans la société, avec la décision qu'il a prise, on va se prendre 3 semaines de racisme à la télévision, dans les médias, et donc le niveau de racisme, qui est déjà quand même sacrément haut, il va continuer à monter. Et en fait, ça a un impact direct. Moi, je le vois dans mon travail, par exemple. On anime des formations, et on observe aujourd'hui exactement la même chose que ce qu'on observait pendant la Manif pour tous. C'est-à-dire que pendant la Manif pour tous, il y avait des trucs sexistes qui remontaient dans les formations, et on le sentait au quotidien. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sent dans les formations ? C'est le racisme qui remonte. Et mes collègues, moi, qui sont racisés, les personnes de mon entourage qui sont lesbiennes, qui sont noires, en fait, elles sentent ça dans leur quotidien. Donc c'est pas juste un impact en termes de politique publique, ça a un impact d'ambiance dans le pays et de montée du racisme dans le pays. Et pourquoi ? Donc ça fait genre complètement déprimant. Je suis d'accord. Alors vous nous allons disiez que vous rebondir un jour de manière un jour sur le up, là. Ouais, je vais revenir sur le truc positif. En fait, ce qui se passe depuis lundi est quand même assez impressionnant en termes de dynamique. Et moi, depuis que je suis toute petite militante, on me dit la politique, c'est pas une question d'arithmétique, c'est une question de dynamique. Ah, ça, oui. Depuis toujours, on me dit ça. Et on a raison. Et là, je vous assure, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Moi, je vous prends un exemple. On a ouvert, il y a 24 heures, ce qu'on appelle un canal Telegram, c'est-à-dire un canal d'information. Vous pouvez venir, il n'y a pas 25 000 échanges, c'est juste 2 messages par jour. En 24 heures, il y a 4 000 personnes qui nous ont rejoints. Et qui veulent agir, qui veulent aller faire la campagne, qui disent... Donc c'est pour ça que tout à l'heure on disait dépêchez-vous un peu. Oui, dépêchez-vous pour qu'on ait les candidats et les candidates, qu'on puisse aller faire la campagne, qu'on puisse aller faire du porte-à-porte, qu'on puisse aller faire des marchés. Et c'est hyper impressionnant ce qui se passe sur le terrain, je pense, à la fois parce que les copines qui sont députées le disent, qui vont repartir en campagne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les deux sont hyper connectés, je pense. C'est très impressionnant ce qui se passe. Et donc moi je suis très optimiste. Je dis pas que c'est gagné, ça va être hyper dur. Mais si chacune et chacun d'entre nous, en fait, là, on prend 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour en fonction de ce qu'on peut faire pour aller convaincre des gens, aller appeler, aller faire des marchés, aller faire du porte-à-porte, partager des messages et aller faire voter les gens qui n'ont pas voté. C'est ça la priorité des priorités. Très sincèrement, en fait, on peut être majo dans ce pays. On peut l'être. Il faut juste, je mets des guillemets à juste, que toutes les personnes qui sont convaincues par ce qu'on porte et qui veulent lutter contre le Rassemblement national viennent voter et fassent voter autour d'eux. Vous voulez réagir, je vais aller dans le même sens de Caroline Dehaes, parce que nous, ce qu'on constate aussi, c'est que peut-être parce qu'on avait anticipé, on avait réfléchi sur cette question avant la dissolution, on a été contacté énormément par des organisations pour nous rejoindre, pour discuter, dialoguer, pour construire quelque chose. Et des organisations de la société civile, des syndicats, des associations qui habituellement, parce que c'est une question électorale, sont assez frileuses. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, en ce moment, je sais que nous, il y a une réunion qui est en train de se passer. Il y a énormément de gens qui veulent être autour de la table. Il y a un frémissement et il y a une attente. Nous, on a vu ça aussi. C'est-à-dire que même nous, quand on a eu cette résolution, on s'est posé la question, voilà, qu'est-ce qui va être voté dans nos sections ? Ça a été voté à la quasi-unanimité. Il n'y a pas eu une seule voix contre. Il y a une attente. Tout à l'heure, il y avait 90 assos féministes. C'est la première fois que ça arrive. Il y avait 90 assos féministes. Tout à l'heure, juste avant que j'arrive, j'étais dans une réunion. On était 90 assos ou personnes engagées dans les mouvements féministes. J'ai jamais vu ça, en fait. C'est la première fois que toutes les assos féministes étaient en même temps dans une salle et disaient, en fait, il faut aller aux manifs des syndicats, 14h République, samedi et partout en France. Et il faut aller ensemble, en fait. Et c'est... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, en fait. Ça fait 20 ans, j'ai jamais vu ça. Diangou Traoré, vous voulez réagir ? Oui, réagir sur ce qui se passe, en fait, même dans les quartiers. On le voit, les parents qui font eux-mêmes du porte-à-porte ou qui sont devant les écoles pour dire que là, il n'y a pas le choix. Essaye de ramener 4 personnes de ton entourage pour venir voter. Déjà, on a les personnes qui ont voté, s'ils peuvent revenir et ramener 4 personnes en plus, ce sera déjà bien. Et puis on le voit aussi dans les quartiers, il y a l'appel national des quartiers, l'Assemblée nationale des quartiers populaires, qui ont lancé eux aussi leur appel qu'il faut faire barrage à l'extrême droite et de voter massivement. Donc je pense qu'il y a vraiment
une dynamique qui est vraiment mise en place. Il faudra vraiment le 30 juin que ça se concrétise dans les urnes. Lucie, vous vouliez réagir? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur la nécessité de redonner un souffle. Moi, je pense que, mais tout à l'heure, Julia Cagé disait, c'est pas le sujet de parler de l'extrême droite, de taper sur l'extrême droite. Moi, je pense qu'on peut vraiment combiner les deux. Je pense qu'il est absolument indispensable de s'interroger sur quelles aspirations, quelles attentes ont été exprimées par les électeurs quand ils se sont tournés massivement vers le RN. Moi, je pense qu'ils expriment un besoin de soutien de la part de l'État, de la puissance publique, un besoin de services publics. Je pense que le rôle, en tout cas, c'est celui qu'on s'est donné à nos services publics, c'est d'éclairer ce qui se passera concrètement si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui se passera dans la vie quotidienne des gens? Quel tri on fera des usagers de services publics? Quels moyens seront mis pour les services publics, etc. C'est montrer que la vision qui est portée par le RN sur un État fort, des services publics forts, est un mensonge, cela n'existe pas, et donc cette aspiration ne sera pas comblée. Et maintenant, quand on parle de regarder l'avenir, se dire que peut faire la gauche, c'était la première question que vous posiez à ce nouveau panel, quelle mesure? Je pense que vraiment les services publics peuvent être un antidote au RN, se retourner contre le programme du RN. Et quelle mesure? Je dirais une réforme fiscale. Julia Cagé, cette fois, je suis d'accord, elle disait il faut par exemple une réforme sur la fiscalité du capital, il faut être en mesure de financer massivement les services publics. Et ensuite, il y a plein de mesures à décliner secteur par secteur des services publics. J'étais très sensible à ce que disait Kim Reflet tout à l'heure sur la justice, mais pour ça, on a besoin de moyens pour que tous les justiciables soient traités à égalité. Mais je pense qu'il faut vraiment combiner l'éclairage de l'implication que ça aurait, une élection du RN, pour répondre à ce que les gens attendent et ce qu'ils ont exprimé. Si on n'essaie pas de répondre à ces gens, on n'y arrivera pas, et mesures ambitieuses. Stefano Palambarani, vous nous avez rejoint. Je vous donne, je vous donne la parole. Parce que vous avez été membre, si je ne me trompe pas, du Parlement de la NUPES, donc l'ancienne Union de la gauche. En tout cas, vous étiez quand même compagnon de route, on va dire. L'Union populaire. Voilà, vous avez quand même plutôt râlé contre le fait que ce Parlement, en fait, n'avait pas vraiment d'existence. La société civile n'accompagnait pas vraiment la NUPES. Est-ce que, tout ce que vous entendez ce soir sur la dynamique qui se met en branle autour de ce projet de Front populaire, est-ce que voilà, c'est de nature également à vous rassurer pour les brèves échéances et puis pour la suite? Rassurer, non. C'est-à-dire que je suis très inquiet. Évidemment, de voir qu'il y a du monde qui bouge, ça fait baisser un peu l'inquiétude, mais je reste très inquiet parce qu'on est tout de même dans une perspective de 15 jours, 20 jours. Et effectivement, il y aurait des marges. Je ne pense pas qu'il y ait des votes vers l'extrême droite à des déterminants qui sont complexes. Et je ne pense pas qu'il y ait c'est pas un vote dicté par le racisme. C'est pas non plus un vote dicté par des problèmes de pouvoir d'achat, d'insécurité ou je ne sais pas quoi d'autre. Ces thèmes s'articulent sont d'une façon très spécifique. Et c'est très, très dur de ramener à gauche des électeurs. Je vais dire, ça fait des années qu'il y a des tentatives qui n'ont pas marché. Donc, trouver la recette miracle en 15 jours, je crois que ce n'est pas possible. Par contre, il y aurait de la marge réelle dans l'abstention. Juste pour rappel, aux législatives, normalement, c'est 50% le taux de participation. Ça a été le cas à peu près aux européennes, ce qui veut dire qu'il y a environ presque 25 millions d'inscrits qui ne votent pas. Ce qui est une marge énorme. C'est le résultat aux européennes du Rassemblement national qui place très largement en tête, c'est 7,7 millions. Et il y a 25 millions d'abstentionnistes. Donc la marge, elle est là. Et effectivement, je pense aussi qu'un mouvement social d'ampleur pourrait mobiliser une partie de l'abstention. Je vois des problèmes. Un, c'est les 15 jours, les 3 semaines, enfin moins de 3 semaines. Ça vient très vite, les premiers tours. Et deux, moi, je n'ai rien à dire sur les responsables politiques qui sont en train de négocier. Je trouve qu'ils sont en train d'essayer d'accomplir un exploit, de converger sur un programme commun en 3 jours, alors qu'ils partaient sur des clivages qui avaient été accentués pendant toute la campagne des européennes. Mais pour mobiliser, il faut un programme. La peur de l'extrême droite, ça peut fonctionner en partie sur certaines couches sociales, peut-être pas spécialement sur les classes populaires. Il faut des propositions concrètes. Je pense qu'il y en aura. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur ça, d'essayer de trouver une convergence programmatique qui sera un peu minimaliste, forcément. Mais il y aura des mesures assez fortes qui seront proposées. Maintenant, on a, une fois que le programme sera écrit, on aura 15 jours pour les faire connaître. Donc il faut que ça aille
très vite et parfois la politique a besoin de son rythme et tout ne va pas à la vitesse qu'on souhaiterait. Et la politique aurait pu prendre le temps qu'elle avait avant, mais avant c'était les divisions, les pics. Ah oui, non, mais ça, on peut refaire l'histoire. Du temps a été perdu. Manès Nadel, vous vouliez rebondir? Je voulais simplement insister par rapport aux effets de l'arrivée de l'extrême droite. Il faut aussi prendre en compte ce que ça peut créer dans la société. C'est-à-dire qu'au niveau du racisme, par exemple, dans la France d'Emmanuel Macron, il y a déjà des ratonnades. Il y a déjà des groupes d'extrême droite qui se forment concrètement. Qu'est-ce que ça va être si l'extrême droite est au pouvoir? Il faut le dire ça aussi aux gens. Il faut dire que la lutte contre le racisme, là, elle a un point fondamental qui va être ce vote du 30 juin. Mais je pense que les gens ont des aspirations profondes sur ce point et qu'il faut les prendre en compte. Et qu'il faut pas simplement dire « Ok, on a une classe populaire, mais il faut aller voir la France des villages, etc. » Il faut parler à toutes ces populations-là et il faut absolument mettre la question du racisme au centre parce que c'est des discriminations quotidiennes à laquelle la gauche est la seule à être crédible à répondre. Et il faut aussi pas décorréler la question de l'antisémitisme de tout cela. Le Front populaire, il va falloir qu'il fasse émerger. Jean-Luc Mélenchon, avant cette fondation-là, a parlé de Nouvelle France. Je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi. Quelque chose d'unifié, d'harmonieux, où il y ait effectivement le racisme et l'antisémitisme qui soient repoussés un bon coup. Et je pense qu'on a besoin de parler à ces populations-là et on a besoin surtout de faire émerger un recul concret du racisme et de l'antisémitisme parce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est aussi ça. Alors, vous parlez d'antisémitisme et vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Il a pu lui être reproché d'avoir des expressions de langage, des expressions publiques relativisant l'antisémitisme, ou en tout cas créant une ambiguïté dans le moment qui a pu heurter et qui sans doute rend aussi compliqué l'alliance, l'union. On a entendu certains s'insurger, alors pour de mauvaises raisons, l'extrême droite, la majorité de cette alliance faite avec les Insoumis. Comment vous y répondez ? Moi, j'y réponds par le fait que sur la question de la guerre à Gaza, il y a un chemin pour une position commune et très claire. Alors moi, je ne vous parle pas de la guerre à Gaza, je vous parle le soutien et la reconnaissance de l'État palestinien. Je pense que ça fait consensus. Ça fait, voilà. Là, je parle de l'antisémitisme en France. Après, sur l'antisémitisme en France, je crois qu'il est clair et net et qu'il n'est pas résiduel. Je pense qu'il existe. Il existe. Il ne faut pas le nier. Mais je pense en réalité que certains emportements de campagne sont maintenant derrière nous et qu'il s'agit de regarder ce qu'on a en commun. Et ce que je voudrais dire aussi, moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment, et notamment à la société civile mobilisée aujourd'hui et à tous les gens qui ont envie d'aider, qui ont envie de rentrer dans l'action, c'est que non seulement on a besoin de toutes les bonnes volontés maintenant, et c'est indispensable pour gagner ces élections. Mais je dirais aussi que c'est indispensable, une fois qu'on les aura gagnées, pour réussir une expérience gouvernementale qui soit vraiment utile aux gens. Parce que nous aurons en face de nous des médias bollorisés à outrance, nous aurons en face de nous des lobbies archi-puissants. Donc, il faut évidemment maintenant se mobiliser et il faudra que toutes les forces politiques sachent associer, sachent entendre, sachent écouter et sachent, je dirais, grâce à cet élan-là, réussir. Clémentine Autain. Oui. Vous vouliez réagir? Non, mais rappelez peut-être que la gauche, dans ses fondamentaux, évidemment, il y a la Révolution française, il y a aussi l'affaire Dreyfus qui a été quelque chose de tout à fait fondamental dans ce qu'est l'histoire et les fondations de la gauche. Et c'est notre histoire et c'est incroyable d'imaginer qu'il puisse y avoir une suspicion aujourd'hui sur ce que nous représentons par rapport au combat essentiel contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme. Donc il ne faut pas d'opposition entre ces causes-là. Voilà. Il faut aussi que nous ayons une capacité d'empathie, de comprendre cette montée de l'antisémitisme, ces actes insupportables contre les musulmans aujourd'hui en France, qui est quand même un déploiement depuis des années sur lequel je trouve qu'il y a quand même une invisibilité ou en tout cas une sous-estimation qui est insupportable, vraiment insupportable. Donc tout ça pour moi ce sont nos combats. Nous on est pour que la société lutte contre les discriminations de façon active et permette justement de faire la paix civile. Et je pense que c'est un des enjeux face à l'extrême droite. C'est-à-dire que nous sommes, et peut-être qu'il faut que dans notre profil on le donne aussi à voir, nous sommes ceux et celles qui pouvons apaiser
le climat. Les Français, ils vivent dans la peur aujourd'hui. En fait, ce qui domine, c'est le ressentiment et la peur. Et face à ce ressentiment et cette peur qui sont très très grandes, qu'est-ce que nous, on renvoie ? Est-ce qu'on est capable de renvoyer un projet qui dit, voilà, nous, on va sécuriser vos vies ? Voyez, on va faire en sorte qu'il y ait plus de protection, plus de solidarité, mieux de services et plus de services publics. Et ça, c'est ce qu'on doit porter, et en donnant cette image, qui est une image qui dit le projet qu'on veut, une image d'apaisement, de vitalité démocratique, et c'est ce qu'on aime. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on est au sens où voilà, ce sont nos valeurs, nos principes, notre projet, notre histoire, et peut-être que il faut qu'on fasse un effort pour être mieux compris sur ce qui est le cœur de ce qu'on a apporté. Le message est passé, je crois. Ouais. Caroline de Haas. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se mente. En fait, la gauche n'est pas parfaite. Enfin, je veux dire, sur l'antisémitisme, c'est pas parfait. Sur le racisme, c'est pas parfait. Oui. Sur les violences sexistes et sexuelles, c'est pas parfait du tout. Donc, oui, la gauche n'est pas parfaite. Les écologistes non plus sont pas parfaits. Mais très sincèrement, enfin, moi, le 8 juillet au matin, je préfère me batailler avec Jean-Luc Mélenchon ou avec François Ruffin ou avec Clémentine Autain qui seront au gouvernement pour leur dire faites mieux, plutôt que me batailler avec l'extrême droite. Ouais, enfin, je veux dire, oui, la gauche n'est pas parfaite. Et oui, on a des problèmes. Et oui, il faut progresser. Et il y a des trucs qui sont pas tolérables. Sur la transphobie, c'est pareil. Il y a des trucs qui ne vont pas. Bon. Bah donc, ok, c'est vrai. Bah, là, je vais me dire, en fait, on va les mettre au pouvoir, puis une fois qu'ils seront au pouvoir, une fois que vous serez au pouvoir, nous, la société civile, en fait, on viendra vous dire, faites mieux, et on vous lâchera pas. Mais je préfère ne pas lâcher Clémentine Autain que de m'approcher de Jordan Bardella, très sincèrement. Oui, puis surtout, qui peut imaginer que le Front populaire au pouvoir va prendre des mesures antisémites ? Personne. Tout le monde le sait. Personne même les gens qui critiquent aujourd'hui le savent. La priorité, là, c'est qu'on dit des institutions juives appellent contre le Front populaire. Mais en réalité, il y a le CRIF, d'accord, et puis ensuite il y a tout un tas d'organisations qui, depuis le 7 octobre, soutiennent tout ce que fait Israël. La priorité aujourd'hui, c'est effectivement lutter contre l'antisémitisme en France et de ne pas faire d'amalgame. Il faut que le Front populaire, absolument, je suis d'accord, soit irréprochable, mais il faut aussi avoir une parole claire. Il n'y aura pas d'antisémitisme au pouvoir avec le Front populaire, c'est assuré. Par contre, Jordan Bardella était quand même en couple avec la fille de Frédéric Chatillon, il faut quand même le dire, qui était quand même plus ou moins un nazi. Un ancien du GUD. Voilà. Du groupe Union Défense. Fabien. Stéphano Palombarani, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ces aspects, mais aussi sur peut-être les aspects économiques et sociaux que vous travaillez davantage. Vous disiez, le programme, ça risque d'être un peu minimal, bon, c'est comme ça, etc. Et pourtant, on voit qu'il y a des lignes dures aussi qui sont exprimées sur ces sujets-là. Il y a des sujets internationaux qui sont apparus dans les communiqués du PS et de LFI. Et puis, il y a aussi, par exemple, sur la retraite, c'est pas seulement LFI qui dit pas seulement abrogation de la réforme existante, mais aussi de réforme à 60 ans, le droit à la retraite à 60 ans. Et ça a été reproché par exemple à Guzman en disant ah mais lui il veut pas faire ça, etc. Donc est-ce que sur les sujets économiques et sociaux il peut y avoir des frictions, ou est-ce que selon vous c'est quand même pas si compliqué d'arriver à se mettre d'accord justement dans ces cours délais? Alors je vais le dire comme je le pense, c'est un peu décourageant, il serait très compliqué d'arriver à écrire un programme de gouvernement. Si on se pose vraiment dans la perspective d'une possibilité des victoires, des majorités absolues à l'Assemblée nationale pour la gauche, je pense que la gauche, dans l'état dans lequel elle est, et qu'on voit moins ces jours-ci, parce qu'effectivement, sous la pression du risque de l'extrême droite au pouvoir, il y a des efforts très louables, unitaires. Mais la réalité de la gauche, c'est celle qu'on a vue pendant la campagne européenne. C'est pas celle qu'on voit aujourd'hui. Il y a des clivages. Il y a des clivages profonds qui font que gouverner Guzman et la France insoumise, ils auraient du mal à gouverner ensemble. Notamment, par exemple, sur la question européenne. Hein, c'est pas une question secondaire. Si d'un côté, Guzman, les projets, c'est approfondir la construction européenne. Hein, et de l'autre côté, c'est LFI. On a un programme de rupture, et quand ce programme de rupture impliquera de désobéir au traité européen, on le fera. Vous voyez, ces deux perspectives ne tiennent pas ensemble. C'est tout simple. Les clivages qu'on a vus, ils ne sont pas artificiels. Après, le fait qu'il y ait eu une campagne construite sur ces clivages les a mis au premier plan, mais ils existent. Maintenant, voilà, sur un accord pour faire une campagne unitaire et avec pour objectif de mobiliser, je vais répéter, l'électorat, et notamment dans l'abstention. Ça, je pense que c'est tout à fait possible. Et ça sera... On cherche des convergences possibles. Donc, par exemple, la retraite à 60 ans, c'était dans le programme Mélenchon présidentiel, mais c'était dans le programme du PS. Visiblement, Glucksmann était contre.
Et visiblement, on va converger sur l'abrogation de la réforme Macron. Je voudrais quand même dire une chose sur la réforme des retraites. Je voudrais juste rebondir sur la question internationale, comme elle dépend majoritairement du régalien, donc de l'Élysée. Est-ce que dans un accord de gouvernement qui ne vous mettrait qu'aux portes de Matignon et pas à l'Élysée encore, il faut se compliquer avec, si vous êtes pragmatique, vous avez 15 jours, il faut se compliquer avec les questions internationales, certes, qui ressurgiront. Mais alors voilà, coût-bénéfice. On a quand même des bases parce que sur communes. l'Ukraine, non mais j'entends vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Stéphano et on vient de la même gauche, donc je vois bien ce que de la gauche du non, pour le dire très franchement, c'est-à-dire non au traité constitutionnel européen. Ça a été un moment très fondateur aussi de deux conceptions à gauche. Ensuite, il y a eu toute l'ère Hollande, qui a aussi fracturé énormément la gauche. Donc on est les héritiers de cette histoire-là, de ces conflits-là, et qui sont en effet pas des petits conflits. Mais alors, c'est pas pour être optimiste de manière outrancière et simplement par l'optimisme de la volonté, mais c'est aussi un optimisme que je constate au quotidien à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a des évolutions. C'est pas statique, on n'est pas enfermé dans ces deux gauches ad vitam. Et que, certes, j'entends encore des choses, et tu as raison, et Raphaël Glucksmann, par exemple, a dit sur la retraite, a une formule qui était pour le moins ambiguë sur la retraite à 60 ans, mais j'ai aussi entendu, je crois que c'était hier, Olivier Faure, dire clairement qu'il était pour la retraite à 60 ans. On a réussi avec la NUPES à faire un programme avec 600 propositions, et le cœur, quand même, il est assez commun. Et moi, ce qui me frappe, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'avec toutes ces décennies où on s'est affronté, enfin je le dis en plus, je rappelle même une période de ma propre histoire. Moi, quand Lionel Jospin était au pouvoir, j'étais dans la rue pour dire nous sommes la gauche. Donc vous voyez, je veux juste dire que je fais pas partie. J'ai été en colère et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'a fait ce gouvernement Jospin, on deviendrait totalement nostalgique. Voilà. Donc voilà, totalement nostalgique. Donc c'est juste pour dire que moi je viens de ce point-là. Mais ce qui me frappe, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'à l'Assemblée nationale, dans nos votes, il y a une convergence qui est très grande dans ce qu'on raconte, dans les 600 propositions, et au contraire, il y a une base commune qui a grandi et qui peut permettre de dépasser ces deux gauches qui nous ont fracturés et qui nous ont empêchés soit de gouverner, soit au gouvernement de faire quelque chose qui ressemblait à du progrès et non pas à de la désespérance pour les classes populaires. Mais vous dites quand même il faut une clarification. Mais je veux dire, quoi concrètement? La clarification, c'est très simple. On a 2 ans et demi mathématiquement maximum. En 2 ans et demi, on ne peut pas faire 650 propositions. On ne peut pas, c'est impossible, parce qu'il y a des lois à prendre, il y a des décisions compliquées, etc. Donc, pour pas être ni dans la piqûre de bâton, mais non, en fait, on disait qu'on n'était pas d'accord, mais en fait, on l'est. Ni être dans les choses, il faut se mettre d'accord sur... Non, il faut se mettre d'accord sur, précisément, qu'est-ce qu'on fait en 2 ans et demi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et que ce soit très... Et c'est pour ça que je parle de clarté. Bien sûr qu'il y a des différences. Il y a beaucoup de différences de curseurs aussi. De jusqu'où on va. Moi, j'étais dans l'intergroupe, le fameux intergroupe NUPES au moment des retraites. On y a fait quelques réunions. Et à plusieurs reprises, quand on discutait avec nos amis socialistes, ils nous disaient non, mais on ne pourra pas y arriver en tant de temps, il nous faudra plus de temps, etc. On était sur une discussion qui n'était pas une discussion de désaccord fondamental sur des valeurs. On était sur une discussion de combien de temps il nous faut. Donc, 2 ans et demi, les mesures qu'on prend, claires, précise, et la société mobilisée pour pas qu'on lâche, parce qu'on aura une pression incroyable et malheureusement contre nous. Que les congés payés, c'était pas prévu pour le programme. Parce qu'il y a eu une immense mobilisation, qu'il y a eu les congés payés. Donc restons extrêmement optimistes. Il y a, encore une fois, appel à la manifestation ce week-end. C'est-à-dire que s'il y a le mouvement du peuple, vous allez voir que nous pouvons gagner et nous pouvons transformer très positivement le pays. Alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les réseaux sociaux pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc peut-être juste donner quelques trucs à faire. La première chose à faire, c'est que dans les 2 ou 3 jours qui viennent, on va sortir une carte de tous les candidats du Front populaire partout en France. Vous allez sur la carte, vous contactez votre candidat, vous lui envoyez un mail. Je suis disponible pour aider, et vous allez faire la campagne. Porte à porte, c'est génial le porte à porte, vous allez voir. Diffusion de tracts, vous appelez, il y a des rappels téléphoniques, etc. Donc vraiment, restez connectés. Dès que la carte est en ligne, allez contacter votre
député ou votre candidat ou votre candidate. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est venez dans les groupes WhatsApp, les groupes Telegram. On va vous donner des outils, en fait. On va vous donner des visuels pour analyser ce que fait le Rassemblement national, pour porter les propositions du Front populaire quand elles seront connues et pour contacter vos amis. C'est-à-dire que chaque voix compte. C'est pas pareil un Rassemblement national à X% qu'à X% plus 10. Chaque voix qui va permettre de faire baisser le Rassemblement national va être utile. Donc franchement, engagez-vous. C'est 3 semaines. C'est pas le bout du monde. Vous avez forcément 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là à donner. Et rejoignez-nous. On va faire une super campagne, quoi. Et dans toutes les circonscriptions, parce qu'il y a des circonscriptions, ce sera plus dur que les autres. Alors n'hésitez pas à aller dans la ville d'à côté si besoin. Bon, bah pour ça, il faut que vous nous sortiez la liste. Merci à toutes et à tous d'être venus sur ce plateau. Donc, les élus... Merci à vous. Merci à vous. On était majoritaires. C'était non paritaire. C'était non paritaire. C'est paritaire plus. Tout à fait. Vous êtes donc sous bonne surveillance, vous les élus de la société civile. Et nous, à Mediapart, on vous demandera aussi des comptes. Si vous remportez cette élection, que vous la remportiez ou non, vous reviendrez sur ce plateau pour qu'on débriefe tout ça. Merci à l'équipe qui a rendu cette émission possible. Merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre. Elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous pour pouvoir avoir une information de qualité vérifiée, basée sur des faits et non pas des fausses informations. Voilà, si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci. Bonne soirée. Salut. Merci.